même nous, avec le syndicat des Gilets jaunes, c'est ce qu'on défend du coup, c'est en fait notre grande ligne dans le syndicat, c'est de dire que tout le monde a le droit de vivre dans la dignité de sa naissance jusqu'à sa mort. En passant par le travail, en passant par tout ce que tu veux, mais chacun a le droit au moins à vivre dans la dignité de la naissance jusqu'à sa mort. Parce qu'on sait qu'on a des besoins vitaux, et ces besoins vitaux ne sont pas couverts, même en Europe aujourd'hui, pour plein de gens. C'est inacceptable. Et en Belgique, c'est pareil aussi. Ouais. L'État de Bruxelles, par exemple, ou de certaines villes, quand tu vois la misère qu'il y a dans certains quartiers, tu te dis c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est un combat. Et je pense qu'à la base, toute lutte sociale, elle émane de ça, de la misère sociale. Donc j'en arrive, moi, personnellement, je peux me tromper, à la conclusion qu'il n'y aura que quelque chose d'ascendant et d'intelligence collective qui pourra réformer la société en profondeur et nous amener sur un nouveau modèle de représentativité qui fonctionne plus du tout avec les mêmes règles, le même type de suffrage, le même type de scrutin, pas du tout. Peut-être qu'il s'en inspirera dans une certaine mesure, ou peut-être qu'on décidera que dans tel cadre, il faut des élus, dans tel cadre, il faut des tirages au sort, dans tel cadre, c'est que l'intelligence collective qui prime. Tout ça, ce sera à nous représenter, de déterminer quelles seront les règles de la représentation. On a eu des milliers de gens qui ont été en prison pour simplement avoir manifesté. Parce que c'est pas des gens cagoulés, habillés en noir, qui cassaient des choses qui sont allés majoritairement en prison. C'était monsieur et madame tout le monde qui venaient avec son gilet jaune manifester. Une connaissance, tu peux la partager à l'infini, tu la perds pas. Ouais. Qu'un bien matériel ou de l'argent, quand tu le partages, il t'en manque une partie. T'en as un qui donne sa version et t'as l'autre qui donne une autre version et les mecs ils s'entretuent sur le plateau télé. Alors que si tu prends du recul et que tu fais preuve de discernement, tu te rends compte que dans les deux argumentaires, il y a du vrai et il y a du faux. Et là où en fait ils auraient pu conjuguer leurs perspectives pour dire à la fois ce que tu dis là c'est vrai mais il ne faut pas occulter ce que moi je dis, et non c'est toi t'as dit ça, toi t'as dit ça, toi t'as dit ça. Et on est tombé à l'ère des réseaux sociaux, du buzz, de la polémique permanente et des chaînes d'infos en continu, là, on est tombé dans ce clivage permanent. Les multinationales les plus puissantes du monde préfèrent mourir que laisser un syndicat gilet jaune être représentatif dans sa boîte, quoi. Carrefour a été condamné à nous verser de l'argent parce qu'ils n'avaient pas reconnu la section syndicat gilet jaune. Ils ont dit mais non, les gilets jaunes ça n'existe pas. Les gilets jaunes, c'est un truc dans la rue, c'est des mecs qui cassent des vitrines, il n'y a pas de syndicat et tout. Et nous, on leur a dit, si, regardez, on est constitué juridiquement. Ils ont dit non. Ils n'ont jamais voulu nous ouvrir la porte. On leur a fait un procès. Ils ont été obligés de nous réintégrer dans l'entreprise et de nous verser une somme. C'est quand même des victoires qui sont pas mal, tu vois. Ouais, Carrefour qui verse de l'argent aux gilets jaunes, tu vois, c'est quand même pas mal, quoi. Bonjour, bienvenue dans Thinker Jaune. Après une longue interruption, nous revoilà. Thinker Jaune, donc c'est la nouvelle chaîne de YouTube de DocPat et moi-même. Donc nous sommes deux gilets jaunes de Belgique et ça fait 4 ans donc qu'on est sur les ronds-points, dans des conférences, des festivals et tout ça. Et on veut simplement partager avec vous le plaisir que nous avons eu avec toutes les rencontres qu'on a faites depuis ce temps-là. On voulait vraiment vous remercier du soutien qu'on a eu pour la chaîne. Les dernières émissions ont fait des centaines de vues, donc c'est sympa pour nous. On voulait quand même préciser qu'on ne va jamais vous demander de l'argent, une participation à des fonds. Nous sommes donc vraiment deux bénévoles, on fait ça vraiment par plaisir, parce qu'on aime bien, et aussi donc la manière de nous remercier, c'est évidemment de voir nos vidéos déjà, mais aussi de les partager, de commenter, parce que ce que nous on veut faire, c'est quand même nourrir le débat démocratique. Donc on vous invite vraiment à mettre tous vos commentaires dans la vidéo, et puis si vous partagez dans les autres endroits. Aussi parce que évidemment, nous-mêmes, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il y a dans les émissions. Il y a sûrement des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez rectifier, peut-être même des erreurs factuelles qui sont faites. Fact-checking, ça peut servir. Donc voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on est pour la première fois, donc Thinker Jaune fait dans l'international. On est en France, à Douai, c'est ça? On est à Salomine, mais plus connu, c'est la ville de Lens. Pour le football notamment. Oui, bien sûr, ok, ça va. Et donc, on est chez Chris Momo, c'est ton nom Facebook en tout cas.
Christophe Morel. Voilà, ok. Et donc c'est un des initiateurs du syndicat Gilets jaunes en France. Et puis, bon voilà, c'est aussi donc, quelqu'un qu'on a rencontré dans les différentes activités. Mon papa disait toujours que les grands esprits sont les plus humbles. Et ben voilà, un très très bon exemple. Et ce qui me plaît avec lui aussi, c'est que, bon, je trouve très très pertinent, très sympa et très pertinent dans son approche de la militance et de son analyse. Mais c'est aussi qu'il véhicule beaucoup les valeurs de convivialité et de plaisir. Donc ça me parle. Je crois que c'est vraiment essentiel pour un mouvement révolutionnaire, pour la démocratie, déjà qu'on s'entende bien ensemble. Hein. Et donc, pour utiliser un gros mot, ben, on est en France, pourquoi pas parler de fraternité, hein. Donc, bonjour Christophe. Bonjour Marcos. Donc, on est en pays ch'ti aussi, donc t'es presque belge en fait. Hein. Ouais, bien sûr, je considère même qu'on est un peu sur le même territoire, ouais, les ch'tis et les belges. Ouais. Voilà. Ça a pas mal de similitudes. Et donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour te présenter personnellement. Alors, déjà, tu m'as présenté comme initiateur du syndicat des Gilets jaunes. J'étais pas à l'initiative du syndicat. Je me suis greffé en cours de route, moi, dans le syndicat Gilets jaunes, mais j'étais un des premiers membres du syndicat. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée et qui a initié le projet. Mais très vite, dès que j'ai eu l'information, je me suis mis dedans, quoi. Après, pour ma présentation perso, ce sera assez long parce que je suis assez éclectique dans ce que je fais. Mais du coup, pour compléter, je dirais que je suis engagé dans le cadre de la défense de l'intérêt général et du bien commun depuis pas mal d'années, que ce soit à travers le syndicalisme, l'engagement associatif, ma participation à des mouvements sociaux comme le mouvement des Gilets jaunes. Et puis j'aime bien m'intéresser à ce qui se passe dans la collectivité, du plus petit échelon jusqu'au plus grand, et de savoir à quelle sauce on va être mangé et puis comment s'organiser, quoi, tout simplement. Ouais. Donc voilà, je suis quelqu'un d'engagé depuis 2014. Quoi. On parlait de fraternité. C'est peut-être le principal acquis des Gilets jaunes en fait. Moi j'aime bien résumer les Gilets jaunes de cette manière. Donc les Gilets jaunes ont retrouvé la fraternité, donc nous ne serons plus comme avant. Les Gilets jaunes ont osé la révolte. Ouais. Eux ne seront plus comme avant, parce que clairement, je crois qu'il y a un changement du côté des dirigeants et tout ça, et même des médias, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils en disent. Et ce qu'il nous reste à trouver, c'est le collectif, donc la conscience qu'ensemble, on peut vraiment faire bouger les choses et qu'on peut vraiment se retrouver. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Bah oui, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, il a déjà marqué l'histoire et le cours de l'histoire sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu tout un tas de personnes qui se sont retrouvées donc sur les ronds-points au début, mais dans l'espace public en général. Des gens qui venaient plutôt de milieux populaires, mais pas que. Si on regarde vraiment le début du mouvement des Gilets jaunes, on avait... C'est la première fois, je pense, dans l'histoire qu'il y a eu un mouvement, justement, aussi diversifié. On avait des gens qui votaient à l'extrême gauche, qui votaient à l'extrême droite, des gens qui votaient pas, des personnes âgées, des jeunes, des personnes porteuses de handicap, on en a eu beaucoup dans le mouvement. On les oublie trop, et pourtant on les a vus tellement sur les ronds-points, dans les manifs, des gens en fauteuil roulant, même quand c'était des scènes de guérilla, ils étaient là et tout. Même eux ont subi la répression, d'ailleurs. Et on a eu vraiment cette diversité sociale dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu aussi des rencontres avec des gens qui viennent de quartiers, contrairement à ce qu'on pouvait entendre. On disait oui, les habitants des quartiers populaires sont absents du mouvement. Pas du tout. C'était un mouvement principalement rural, mais sur chaque point de rencontre, on rencontrait aussi des habitants des quartiers populaires, périphériques des grandes centres-villes, qui eux aussi étaient sensibles aux revendications et au mouvement social, quoi. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, en fait, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment un mouvement qui était, du coup, très fraternel, oui, puisque c'est le premier mouvement social qui s'est organisé de manière sans cloison, quoi, j'ai envie de dire. Pas de silo, pas de cloison, c'était vraiment toutes les aspirations, tous les ressentis, tous les styles de pensée étaient réunis au même endroit.
Et effectivement, de ce mouvement, même si on n'a pas obtenu tout ce qu'on en imaginait à l'époque dans le plus dur de la lutte, en tout cas, on a créé une nouvelle communauté fraternelle et on a complètement bousculé les médias, l'ordre politique, l'ordre économique aussi, enfin, j'ai envie de dire un peu l'ordre des choses tel qu'il est d'habitude. Et ben on a beaucoup secoué tout ça. La preuve, tu parlais des médias, même les médias le disent. Ils utilisent tout le temps le terme de gilet jaune maintenant. Dès qu'il se passe un événement dans le monde qui est d'ordre d'une révolte ou d'une dissidence, ils comparent systématiquement avec les gilets jaunes. C'est devenu le premier comparatif anti-système, pour le meilleur et pour le pire. Quand les Américains, par exemple, ont envahi le Capitole à Washington, les gens disaient « Ah, ça ressemble au gilet jaune ». C'est la première chose qu'ils ont dit à la télévision, quoi. Alors que ça n'avait rien à voir, en plus, sur le type de personnes qui sont allées dans cet événement, mais on est vraiment devenu, ouais... Et puis je pense qu'aujourd'hui, en France, si tu dis « Est-ce que tu connais le mouvement des Gilets jaunes ?», tous les Français sont au courant qu'il y a eu un mouvement social. Chose qui est quand même... et dans beaucoup de pays du monde aussi, d'ailleurs. Donc oui, effectivement, ça a marqué les esprits. Et puis aussi, dernière chose, de ce mouvement social, il y en a après qui ont fondé des familles, des gens qui étaient isolés, des gens qui étaient coupés de la société, qui étaient coupés de tout ce qui était invisible, qui sont devenus visibles avec cette couleur jaune, et qui, de là, ont pu se remettre en couple, élever des enfants, se refaire une nouvelle vie, quoi, et se réintégrer dans une société où ils étaient exclus. Il y avait de ça aussi, enfin on pourra en parler des heures, mais le mouvement social, c'est vraiment très hétéroclite, et effectivement, la fraternité, même si après il y a eu beaucoup de guerres d'ego aussi entre nous, globalement, je pense que ce qui peut en ressortir, comme avancée, c'est des groupes de fraternité comme ça partout en France et qui depuis ne se lâchent plus et seront ensemble jusqu'à la fin, quoi. Et même entre différentes régions et entre différents pays. Ouais, aussi, ouais. C'est encore quelque chose qui unit, voilà. On va peut-être revenir sur le syndicat Gilets jaunes. Donc on est tous d'accord que la première chose que les gens font dans la pire des dictatures, c'est de se battre pour des meilleures conditions de travail, en fait, hein, meilleurs salaires, des meilleurs horaires et tout ça. Donc les droits syndicaux, c'est vraiment la base de la démocratie sociale. Et donc, est-ce que tu peux expliquer d'où est née cette idée de syndicat Gilets jaunes? Quelle est la... Alors, je dirais qu'il y a deux paramètres principaux à la création de ce syndicat Gilets jaunes. Ou le contexte dans lequel ça s'est créé, quoi. Alors déjà, il s'est créé dans le contexte de la révolte sociale du mouvement des Gilets jaunes, environ un an après. Parce que dans les premiers mois du mouvement social, il se passait beaucoup de choses. Ça bougeait beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était très intense pendant plusieurs mois. Mais au bout d'un moment, on s'est dit quand même, on commence un peu à tourner en rond, à répéter le même type d'opération, et on récupère pas les résultats escomptés, et surtout on a beaucoup de dégâts aussi dans le mouvement. Énormément de blessés, énormément de mutilés, énormément, on les oublie. On parle beaucoup des violences policières, mais pour moi la violence judiciaire a été incroyable surtout. Là, ça concerne des milliers de personnes. Là, on a eu des milliers de gens qui ont été en prison pour simplement avoir manifesté. Parce que c'est pas des gens cagoulés, habillés en noir, qui cassaient des choses qui sont allés majoritairement en prison. C'était monsieur et madame tout le monde qui venaient avec son gilet jaune manifester, qui se sont retrouvés avec des sentences arbitraires parce qu'ils étaient gilets jaunes et qui sont allés en prison. Moi, je trouve ce phénomène-là, pour moi, ça a été le plus scandaleux pendant ce moment-là. Et du coup, nous, y en a qui se sont dit, il va falloir s'organiser parce que on se fait massacrer, que ce soit par la police, par la justice, on se fait humilier dans les médias et on n'a aucun levier technique ou on n'a aucun levier pour pouvoir agir, faire plier sur certaines choses, en obtenir, etc. Donc ça, c'est le premier constat qui nous a amené, certains d'entre nous, à se dire faut qu'on s'organise en syndicat. Pourquoi en syndicat et pas en association, par exemple ? Parce qu'aussi, force est de constater que les organisations syndicales en France, ces dernières décennies, n'ont pas été à la hauteur de la casse sociale qu'il y a eu. Par le néolibéralisme, par le capitalisme financier, par les politiques d'austérité, par les privatisations, les désindustrialisations, toutes ces choses-là, les syndicats n'ont pas été à la hauteur de ce qui s'est passé.
même si beaucoup de syndicalistes, encore aujourd'hui, font très très bien leur travail et en tant que délégués du personnel, accompagnent très très bien les salariés, il y a eu ce problème d'inefficacité face aux enjeux post-modernes, on pourrait dire. Et il y a aussi, au sein de ces centrales syndicales, des faits avérés. Je parle bien de faits avérés de corruption. Oui, bien sûr. De corruption de par les subventions européennes, les subventions nationales, des subventions d'entreprises, tout un tas de caisses noires. Et là-dessus, j'invite ceux qui vont regarder cette vidéo, si ça les intéresse, à s'intéresser aux travaux de Roger Langlais, qu'on a fait intervenir 2 fois dans notre assemblée générale du syndicat, et qui, lui, a fait une enquête très approfondie, il a même fait paraître des bouquins sur la corruption au sein des centrales syndicales françaises. Et on parle en milliards d'euros d'argent détourné sur plusieurs décennies. On parle en milliards d'euros. Et donc cette inefficacité, cette corruption des syndicats, mêlés aussi du coup, parce que même les gilets jaunes eux-mêmes, on pourrait partir du principe qu'ils sont apparus à cause de l'inefficacité des syndicats. Si les syndicats étaient efficaces et opérationnels dans leur mission, on peut supposer, je sais pas, que les gilets jaunes ne soient pas apparus du tout en fait. Donc déjà, le simple fait même que les gilets jaunes apparaissent, c'était déjà un symptôme d'une crise du syndicalisme en France. Donc la corruption, le manque de résultats dans le combat, et puis le fait que ils ont zéro indépendance financière, ils ont un fonctionnement qui est pyramidal dans leur structure. Ils fonctionnent avec des centrales, c'est hyper centralisé, ils travaillent avec le patronat, avec l'Élysée, enfin tout ça, le système électoral truqué aussi, enfin on pourrait en redire énormément là-dessus. Mon souhait, encore une fois, c'est pas de leur tirer dessus non plus, parce que l'un de mes premiers souhaits, c'est de faire une intersyndicale digne de ce nom, transsyndicale. Si on arrive à faire ça en France, on peut faire plier le gouvernement sur ce qu'on veut, quoi. Si on mutualise vraiment nos moyens dans le cadre de la défense des travailleurs, on peut leur faire très très mal en France. Il y a déjà eu des prémices dans ces derniers mois contre les retraites. Il y a eu des signaux qui étaient plutôt intéressants, mais encore une fois, il y a eu des choses très attendues aussi, quoi. Le fait, par exemple, de concentrer l'essentiel de la lutte sociale sur des parcours de manifestation, au lieu de le concentrer sur 2 petites actions, par exemple. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui étaient vraiment pas dans... Enfin bon. Après, au moins, il y a eu une lutte sociale contre la réforme. Et du coup, là, je me suis un peu perdu, mais on parlait, le syndicat des Gilets jaunes, du coup, il est apparu face à ce constat-là. Il est apparu de se dire, profitons de ce mouvement social très diversifié pour aussi refaire du vrai syndicalisme, en fait. Je dis pas qu'on a inventé quelque chose de nouveau, c'est faux. On a dit, on va reprendre le syndicalisme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire pour la défense des salariés, pour qu'ils aient un maximum de conditions de dignité dans le cadre de leur travail, qu'ils puissent vivre de leur travail et qu'ils puissent avoir du coup les meilleures conditions sociales pour le faire, dans un rapport d'équilibre avec leurs employeurs. Et du coup, c'est de ce constat-là en fait que le syndicat des Gilets jaunes est apparu. Oui, donc là on en vient à ce qui fait la spécificité des syndicats Gilets jaunes. Donc en fait, toi tu dis donc on a voulu refaire le vrai syndicalisme, mais c'est pas le syndicalisme comme les autres en fait. Il y a quand même des touches différentes. C'est vraiment le syndicalisme des origines ou quelles sont les spécificités du syndicat Gilets jaunes? Je crois que vous avez une charte par exemple qui est assez parlante. Oui, j'invite les gens à aller sur notre site internet parce que c'est très très dense, mais nos statuts et notre charte de principe précisent comment on va fonctionner, mais surtout je dirais les deux garde-fous surtout un, je dirais, qui nous permet vraiment de faire du vrai syndicalisme, c'est l'indépendance financière. C'est le fait qu'on ne vive que des cotisations de nos adhérents, et ces cotisations en plus sont calculées proportionnellement aux revenus de la personne. C'est-à-dire que vous allez payer 0,85% de vos revenus mensuels par mois au syndicat Gilets jaunes. Donc si tu gagnes 1200, tu vas payer 0,85% de 1200. Si tu gagnes plus, tu vas payer un peu plus. Mais déjà le prix, c'est beaucoup moins cher que dans les autres centrales. Être adhérent au syndicat des Gilets jaunes, c'est pas bénéficier d'une prestation de service. C'est-à-dire que tu adhères chez nous, tu deviens un syndicaliste au même titre que moi, que ceux qui sont à Paris, que tout le monde. C'est un adhérent égale une voix.
Il n'y a pas de secrétaire général, il n'y a pas d'administrateur principal qui prend les décisions. Il n'y a pas de délégués, il n'y a pas d'élection, c'est tu adhères au syndicat des Gilets jaunes, tu adhères donc à notre charte de principe et à nos statuts. Et tu as la même force dans le syndicat que n'importe quel autre syndicaliste. C'est super décentralisé, nous, pour le coup. D'ailleurs, la vraie appellation, dans les statuts déposés en mairie, c'est l'Union des syndicats des Gilets jaunes. C'est-à-dire que n'importe qui en France peut créer son petit syndicat des Gilets jaunes sur ce principe-là et se fédérer avec les autres et avoir une autonomie de manœuvre totale sur ce qu'ils veulent faire dans la lutte sociale. Donc il y a ça, ce point-là de l'indépendance financière. Et le numéro 2, c'est les mandats impératifs et révocatoires. Même si là-dessus, il y en a beaucoup on en a beaucoup entendu parler, les mandats impératifs et révocatoires, chez les Gilets jaunes constituants, chez tout un tas de Gilets jaunes et de gens. Mais sur les mandats impératifs et révocatoires, du coup, c'est bien pour dissuader d'être corrompu, mais en pratique, c'est pas si facile que ça à appliquer, le mandat impératif et révocatoire. Moi, je dirais que le plus important, surtout, c'est d'avoir un fonctionnement qui soit transparent. Vraiment que tout soit transparent entre nous, qu'il n'y ait pas de cachette, c'est le plus important. Parce que appliquer des mandats impératifs et révocatoires, encore faut-il prouver la faute, se concerter, délibérer, faire une assemblée générale extraordinaire, etc. Mais on l'a mis en place et on a décrit dans nos statuts tout un tas de cas précis où tu peux être révoqué de notre syndicat. Par exemple, si tu signes un accord avec le patronat, qui est en défaveur des salariés, si t'es pris en train d'avoir un conflit d'intérêts quelconque, enfin voilà. Si c'est vraiment aberrant, on se réunit et on te révoque conformément au statut. Donc, et du coup, ouais, je dirais surtout la grosse différence donc avec les autres syndicats, mais je pense que c'est surtout de l'ordre de l'inconscient, tu vois, je leur trouve des excuses. C'est qu'avec le temps, en fait, les syndicats sont tellement devenus corporatistes qu'ils s'en rendent même pas compte. Je le vois dans les réunions, c'est très inconscient pour moi. Il n'y a pas de malveillance, c'est vraiment un mécanisme qui s'est créé avec le temps et ils s'en rendent pas compte. D'ailleurs, aujourd'hui, on les appelle les partenaires sociaux. Comme si c'était des partenaires du patronat et de l'État, en fait, finalement, plutôt que des syndicalistes. C'est très révélateur, tu vois, la novlangue, tout ça. Et en fait, eux, aujourd'hui, quand on va dans les réunions, ou peu importe les actions où on se trouve avec les autres syndicats, on va voir que systématiquement, ils vont défendre les intérêts du syndicat, de la corporation syndicat. Il faut que notre syndicat soit représentatif, il faut qu'il touche l'argent, il faut que ceci, il faut que cela. Ah, c'est très très rare aujourd'hui qu'on va les entendre parler des salariés, finalement. D'ailleurs, même pour ceux qui suivent nos lives, quand on est dans les réunions de négociation, en général, la plupart d'entre eux dorment, réagissent très très peu à ce qui est dit par le patron, et dès qu'il est question de négocier les délégations ou les subventions, là tout le monde se lève et tout le monde devient super excité, quoi. Donc en fait, ils défendent ils sont dans du partisanisme, ils défendent leur corporation, mais ils défendent pas réellement les travailleurs comme ça a pu être à l'époque. À l'époque, le syndicalisme, c'était un prétexte pour pouvoir engager un vrai rapport de force, que là aujourd'hui c'est devenu des carrières aussi, c'est devenu des carrières, des plans de carrière, de valorisation, etc. Ouais, c'est une manière de protéger son job. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup ça s'est dénaturé. Et ça s'est fait avec le développement du néolibéralisme, de la novlangue, de ce qu'on appelle la flexibilité du monde du travail, même le slogan d'Amazon, work hard, have fun, make history. Travaillez dur, prenez du plaisir et faites l'histoire, tu vois. Enfin, tu vois, tous ces éléments de langage, et même les représentants du personnel se sont fait prendre là-dedans, quoi, en fait. C'est devenu plus, ils vont plutôt négocier avec le manager des conditions un peu moins pénibles, plutôt que vraiment essayer de les faire plier ou d'engager une vraie lutte sociale, en fait, pour réformer les choses, quoi. Aujourd'hui, on en est là. Alors, leur rôle, il est important, mais il est bien en deçà de ce que faisaient les anciens, qui eux étaient dans une vraie optique révolutionnaire d'émancipation, d'autodétermination, etc. Tout ça, ça s'est perdu. Aujourd'hui, on est là pour négocier, trouver un entre-deux, que tout le monde puisse manger un peu dans le gâteau, et voilà, c'est terminé, quoi. Et du coup, c'est regrettable. Mais je pense que c'est très inconscient aussi. Au début, j'ai peut-être mal compris, mais donc j'aimais bien définir le syndicat Gilets jaunes comme une coopérative de travailleurs. Est-ce que c'est... On va dire qu'on incite à une coopérative on incite les travailleurs à s'organiser en coopérative. Quand on parle de coopérative, il y a des statuts juridiques
qui prévoit de créer des coopératives. Mais ça peut être un outil. Moi, notamment, je propose cet atelier-là. Je propose aux salariés qui veulent s'organiser en coopérative d'un point de vue juridique, financier, tout ça, et qui ont un peu d'argent. Je peux accompagner techniquement pour ça. Mais l'idée philosophique globale de cette idée de coopérative, c'est de se dire que nous sommes dans un monde où c'est la compétitivité qui règne dans tous les domaines, que ce soit au niveau éducatif, au niveau industriel, entre les individus. On est dans un esprit très compétitif, de prédation, de domination, dans un système hiérarchique pyramidal, dans un système où tout est marchandé, tout est compétitif, où on se bat pour les ressources, on se bat pour tout et n'importe quoi, et on se bat pour faire de la croissance infinie sur une planète finie, et tous ces éléments-là, en fait, sont rentrés dans l'inconscient aussi individuel et collectif des gens. Donc nous, d'un point de vue philosophique, en fait, on essaie d'expliquer que les formes de production de richesse, face aux enjeux actuels, environnementaux, économiques, sociaux, etc., le libéralisme et le capitalisme a pu avoir une certaine forme de, je ne veux pas dire de bien, mais ça a apporté quand même à nos anciens pendant les 30 Glorieuses. C'est un peu logique que les anciens ils succombaient à ça. Mais aujourd'hui, on est dans une crise de non-durabilité. On est dans une crise où, en fait, on a dépassé les ressources qu'on pouvait extraire. Le fait de faire de la compétition tout le temps pour avoir toujours plus, ça crée une atmosphère qui est insoutenable à tous les niveaux, dont les symptômes sont super multiples. Et du coup, nous, on explique que la vraie révolution de demain, elle se fera dans des schémas de coopérativité, si je dois le prendre au sens large du terme. C'est-à-dire que tous les moyens de production de richesse ou de service à la population, que ce soit ouvrier, agricole ou service à la personne, tout ça devrait être, plutôt que d'être tourné vers le profit financier, vers l'actionnariat, vers les lois du marché, devront être tournés vers le bien commun, l'intérêt général, la préservation de la dignité humaine, des écosystèmes, du vivant. Et dans un système coopératif, on ne voit une porte de sortie qu'à travers des modèles de coopération très divers et variés en réalité. Moi je pense aussi qu'il faut réinventer des nouvelles formes de coopératives, je ne sais pas lesquelles. Parce que même aujourd'hui, les modèles coopératifs existants ont des limites. Ont des limites financières, ont des limites en termes de marketing par rapport à la concurrence, etc. Je pense même qu'il faudrait... Et du coup, c'est un cap philosophique de se dire sortir de la guerre de tous contre tous pour arriver vers l'unicité, la coopérativité, l'éducation populaire, l'intelligence collective, etc. Oui, c'est plutôt un cap finalement, mais le syndicat en lui-même, dans sa structure, n'est pas une coopérative de travailleurs. Parce que dedans, on a des demandeurs d'emploi, on a des gens qui bossent pas, on a des retraités, c'est très divers en termes de public. Je dirais que c'est une coopération citoyenne ou même une coopération d'êtres humains qui vivent à réformer le milieu du travail, quoi. Oui, parce qu'un des concepts importants dans le syndicat Gilets jaunes, c'est le fait d'être un ensemble d'associations qui collaborent les unes avec les autres. Une espèce de maillage associatif, quoi. Ben c'est ça aussi, parce que je pense que les limites de la lutte sociale, que ce soit les syndicats, les associations, les partis politiques ou peu importe, aujourd'hui, il y a de l'inefficacité, du manque de résultats, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est très cloisonné la lutte sociale. Or, tous les problèmes sociétaux d'aujourd'hui sont des symptômes. C'est des symptômes de causes qui sont beaucoup plus globales. Les problèmes liés à l'environnement, au chômage, à la santé publique, on peut prendre n'importe quel sujet, au logement, aux crises migratoires, on peut prendre n'importe quel sujet, tous ces sujets-là sont traités séparément, par silo, et c'est du traitement de symptômes, alors qu'il y a une cause globale à tout ça. Ce qui crée tous ces symptômes, tous ces problèmes de société, tous ces facteurs multiples, c'est bien un mode de société généralisé qui crée ces symptômes-là. Donc on peut l'appeler le capitalisme, on peut l'appeler plein de formes différentes, mais c'est ce système-là qui crée ces symptômes-là. Donc le fait de traiter les symptômes séparément, forcément, c'est un combat qui est lourd, qui est interminable et qui nous apporte des résultats très partiels. Donc nous, l'idée du syndicat des Gilets jaunes et aussi du dernier rempart, on pourra en parler quelques secondes après, c'est de se dire, il y a déjà en France, et même pas qu'en France, partout dans le monde, il y a déjà plein d'individus ou de collectifs constitués qui sont très bons dans des domaines, spécialisés dans des domaines, mais il n'y a pas de passerelle entre eux.
Donc nous, on est dans cette philosophie-là aussi, c'est de dire que ceux qui luttent pour l'accès au logement, pour que les sans-papiers aient des papiers, pour qu'on arrête de détruire les écosystèmes, qu'il y ait de la transversalité dans tout ça, en fait, le plus possible. Parce que si chacun lutte dans son coin et dans son champ spécifique, on n'en sortira pas, puisqu'on est face à des oligarques qui sont très puissants, qui eux sont dans des domaines différents. À des oligarques sur la culture, sur la finance, sur la politique. Eux, ils se sont bien répartis leur rôle et ils communiquent entre eux. Que nous, du coup, pour faire face à ça, pas forcément. Une culture commune, ils ont été aux mêmes écoles. Ils ont le même discours, ils défendent leurs mêmes intérêts, ils sont très transversales dans leurs pratiques. Dès qu'ils ont un projet, ils arrivent à le mondialiser ensemble, se concerter entre gouvernants, etc. Même s'il y a des tensions géopolitiques. Mais du coup, nous, c'est ce qui nous manque à la base. Et le syndicat des Gilets jaunes, du coup, on a un peu vocation aussi à se dire, on se cloisonne pas qu'au travail, qu'au syndicalisme. C'est pour ça qu'on a tout un tas de conventions avec des coopératives, avec des associations et tout un tas de collectifs constitués légalement ou non. Oui, donc quand tu parles de coopératives, c'est pas simplement des coopératives de prolétaires, c'est aussi des coopératives d'entrepreneurs aussi. Tu m'as parlé de le toit commun, c'est ça? Oui, alors le toit commun, c'est une structure dont on est cofondateur. Enfin, ça, c'est plutôt moi, du coup, pour le coup. Mais en fait, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, on appelle ça en France. Et du coup, en fait, c'est des associations, des collectivités, donc tu as des mairies, tu as l'agglomération de Lens-Liévin, tu as des associations, moi tu as une association dont je suis l'un des fondateurs qui est le garage solidaire du bassin minier, un garage associatif. Tu as des associations culturelles, des associations dans plein de domaines différents, et des collectivités, et aussi des individus seuls, en leur nom. On a tous donc créé cette coopérative, donc on est actionnaire de cette coopérative, à part égale. Il n'y en a pas un qui est plus décisionnaire que l'autre, peu importe le montant investi. Et cette coopérative qui s'appelle le Toit commun, le but c'est d'accueillir toutes les initiatives, enfin ceux qui souhaitent la porte est ouverte, tous ceux qui ont des nouvelles initiatives, qui sont dans l'innovation sociale, qui répondent à des nouvelles problématiques avec des nouveaux outils, tout ça, les inviter à se réunir dedans et justement à développer des nouveaux modèles de coopération. Et que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau managérial, que ce soit au niveau de tout ce qu'on peut imaginer. Et dans cette coopérative, on met à disposition, on a un bar et un restaurant solidaire, on met à disposition des écrans, des vidéoprojecteurs. C'est une salle vraiment, un espace de coworking, on appelle ça aussi un peu du coup. Mais c'est un peu la maison pour tous, pour imaginer la société de demain et puis le mettre en place concrètement. Et du coup, tous les actionnaires ont des champs de compétences, des réseaux, avec des élus, des financiers, etc., pour pouvoir permettre à des citoyens de pouvoir créer de nouveaux modèles. Parce qu'aujourd'hui, vouloir créer un projet associatif et faire tout un tas de choses, c'est un parcours du combattant. Donc en fait, on a créé cette coopérative, on va dire, pour être un facilitateur et un accélérateur d'initiatives. Parce que sinon, quand tu es tout seul, tu veux faire un projet, c'est compliqué. Il faut trouver des associés, il faut trouver du réseau, il faut savoir comment parler aux collectivités, comment remplir les dossiers, comment faire les... Enfin, c'est super complexe. Gérer une comptabilité, etc. Nous, on apporte du coup gracieusement nos services à la population pour qu'ils puissent imaginer de nouveaux modèles. Oui, parce que, une dimension importante, tu en as déjà parlé plusieurs fois maintenant, c'est que ces coopératives, ces lieux de rencontre, de coopération, c'est aussi des lieux de transmission. Donc, tu attaches une grosse importance à l'éducation populaire. Oui, c'est très important parce que, moi, je n'oppose pas les deux. Je pense que les deux sont nécessaires, surtout que mon papa était professeur des écoles. Donc, je sais quand même que il te faut une instruction publique générale. Alors je ne dis pas qu'il faut des écoles, qu'il faut des ministères, je n'en sais rien, mais il faut que tout le monde puisse à minima savoir lire, écrire, compter, pour être autonome dans sa vie de tous les jours. Ça c'est l'instruction qu'on appelle globale. Celle qu'on donne à tous, entre guillemets, tu te tais, c'est comme ça, c'est pas autrement. 1 + 1 = 2, fais pas chier quoi. Ça c'est le truc global. Ce qu'on appelle éducation nationale aujourd'hui en France, mais moi je préférais déjà l'appellation instruction publique. Éducation nationale, déjà on a changé de registre avec le temps. C'est beaucoup plus descendant. Et du coup, par contre, l'instruction publique se complète avec l'éducation populaire. Et même les deux vont même ensemble, on peut même imaginer des passerelles ensemble.
D'ailleurs, moi aussi, je fais des projets avec des écoles, des collèges, des lycées, sur tout un tas de sujets. J'interviens en milieu scolaire aussi. L'éducation populaire, c'est en fait, tout seul, on peut s'instruire tant qu'on veut, on peut accumuler de savoir tant qu'on veut. Et moi, je lis beaucoup, je fais plein de conférences, je vais dans des bibliothèques, je m'instruis énormément. Je ne serai jamais aussi intelligent individuellement que quand je suis dans un groupe avec d'autres personnes où j'entends justement les visions de chacun, les perspectives de chacun, les compétences de chacun, les vécus de chacun, les histoires de chacun. C'est-à-dire qu'il y a une expression simple qu'on utilise où on dit il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. C'est logique. Et du coup, quand on est tous ensemble, mais que, parce que c'est pas si facile que ça, surtout aujourd'hui, il faut savoir lancer une discussion, mais en ayant des règles de bienveillance, d'écoute active, de logique, de rationalité, sinon ça part dans tous les sens. Il faut quand même une animation, un socle commun, etc. Sinon, s'il n'y a pas un cadre, pour qu'à l'intérieur chacun puisse s'exprimer librement, s'il n'y a pas du tout de cadre, c'est comme au café du coin, quoi. Ça va dans tous les sens. Ce qui est bien aussi au passage, hein, quand ça va dans tous les sens. Mais là, du coup, l'éducation populaire, c'est ce qui nous permet collectivement de se rendre plus intelligents tous ensemble. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, tu peux te confronter à n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées que toi, même quelqu'un qui va t'énerver dans ses idées rétrogrades, conservatrices ou je ne sais quoi. Et ben, tu peux te confronter avec toutes ces galeries de personnes. Au final, tu vas en sortir enrichi. Tu vas peut-être en sortir aussi avec un peu de frustration, de haine, etc. Mais tu vas en sortir enrichi. Quand on a plusieurs, et l'éducation populaire, historiquement, c'est ce que nos anciens ont fait pour accéder après à nos droits sociaux. Ils se sont bien organisés à la base. C'est pas l'éducation nationale à l'époque qui a dit aux gens faites la révolution pour avoir vos 35 heures ou vos congés payés. C'est bien les gens qui collectivement se sont organisés et ont vu ce cap-là. Donc quand il y a l'instruction publique qui est descendante, et là on est dans l'ascendance. On est dans les techniques éducatives qui sont ascendantes. C'est-à-dire qu'en fait, on s'élève tous les uns les autres. Et peu importe le niveau intellectuel de chacun, peu importe sa condition sociale, tous ensemble, on va s'élever tous ensemble. Et tous ensemble, on va se répartir des tâches en fonction de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, en vue de faire des projets en commun. Et là, on va s'associer, on va développer une vision politique, philosophique, culturelle, sociologique, on va développer une vision commune, une intelligence collective, et cette intelligence collective-là, historiquement, permet du coup des bouleversements sociaux, des révolutions, des avancées. Mais ça se fait toujours par l'éducation populaire. C'est pas la haute administration ou la haute finance qui va te dire vas-y, fous-nous en l'air, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, donc là tu mélanges un peu deux choses, mais qui peuvent être mélangées. Hein. Donc c'est l'expertise professionnelle et aussi simplement le vécu social, quoi. Donc les prises de conscience de certains problèmes qui nécessitent des réponses politiques. C'est les deux. Mais pour toi, c'est mêlé, quoi. Oui, c'est mêlé parce qu'en fait, il y a le... Quand tu parles d'éducation populaire, il y a les deux dimensions, quoi. Ouais, il y a les deux dimensions parce que c'est à la fois la singularité de l'individu, sa propre perspective, son imaginaire, ses croyances, tout ce qui est relatif à la singularité, et cette singularité qui se compose avec d'autres singularités et qui forme un collectif. Et l'intelligence collective aussi produit des nouvelles connaissances. Tu peux extraire des groupes d'intelligence collective des nouvelles connaissances, des choses auxquelles tout seul tu n'aurais jamais pensé. C'est en conjuguant les différentes perspectives de chacun qu'on en arrive collectivement à telle conclusion qui après révolutionne. Il y a des savants qui ont parlé de l'économie de la connaissance. Hein. Ouais, l'économie de la connaissance, ouais. Une connaissance, tu peux la partager à l'infini, tu la perds pas. Ouais. Qu'un bien matériel ou de l'argent, quand tu le partages, il t'en manque une partie. Que là, je te partage des choses, moi je vais en sortir plus enrichi, toi aussi, lui aussi. Donc on a toujours à y gagner. Et même le modèle économique de demain, c'est une des choses qu'on pourrait faire au toit commun, quelque chose on donne de la valeur uniquement à ce qui produit de la connaissance et ce qui élève les individus et qui leur permet de vivre plus dignement et de s'émanciper, de s'autodéterminer. Oui, c'est ça. Il s'agit aussi que les gens eux-mêmes pensent le monde de demain, pas seulement en fonction d'objectifs financiers et de rentabilité, mais de partir de leurs besoins, en fait. C'est ça le but. Oui, bien sûr. C'est ça la société qu'on veut. Tu en as déjà un peu parlé, mais
il y a un grand débat dans les militants qui sont, on va dire, très mécontents de la société actuelle, c'est de savoir si il faut plutôt lutter pour changer toute la société ou bien suivre sa propre voie. Je crois que tu as une belle expression pour ça. Moi, je dirais les deux. Parce que tu vois, justement, un grand piège dans lequel on est le pris aujourd'hui, c'est les réflexions binaires. Parce qu'en fait, tu peux naviguer entre différentes strates. Par moment, je vais tendre la main à un individu qui a une problématique particulière, je vais le sortir de la merde. Logement, travail, etc. J'ai fait une toute petite contribution individuelle à une toute petite échelle, mais qui était nécessaire et qu'il faut faire. Et il y a des moments où on va être sur des actions plus globales, plus massives, où on va plutôt remettre tout en cause. Il y a des moments où on va se concerter avec les institutions, les élus pour trouver une solution commune. Il y a des moments où on va leur faire face. Il y a des moments où on va faire sans eux. Enfin, en fait, je pense que tout se complète encore une fois. Aujourd'hui, on est tout le temps dans le soit ça, soit ça. Soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Et même il n'y a pas longtemps, ça me faisait un peu rire. Je regarde jamais la télé et là, je zappe. Et je tombe sur un débat télévisé. Je sais même plus c'était quoi le sujet, tellement c'est débile. Et en fait, j'écoute les deux sur le sujet. Je me souviens même plus le sujet, mais peu importe. Tu peux me prendre n'importe quel sujet. T'en as un qui donne sa version et t'as l'autre qui donne une autre version et les mecs ils s'entretuent sur le plateau télé. Alors que si tu prends du recul et que tu fais preuve de discernement, tu te rends compte que dans les deux argumentaires, il y a du vrai et il y a du faux. Et là où en fait ils auraient pu conjuguer leurs perspectives pour dire à la fois ce que tu dis là c'est vrai mais il ne faut pas occulter ce que moi je dis, et non c'est toi t'as dit ça, toi t'as dit ça, toi t'as dit ça. Et on est tombé à l'ère des réseaux sociaux, du buzz, de la polémique permanente et des chaînes d'infos en continu, là, on est tombé dans ce clivage permanent. Mais que tu œuvres individuellement, que tu fasses des maraudes pour les sans-abri, ou que tu sois un grand révolutionnaire systémique, qui fait des grandes conférences, qui voyage dans le monde entier, peu importe en fait. Le tout, c'est aujourd'hui de se dire quand même, on vit dans une société, je pense, la plupart des humains ont capté, qui n'est plus saine, plus durable, qui est toxique, qui est corrompue, enfin bref, les adjectifs sont interminables pour la qualifier, mais globalement les gens se disent c'est la merde. Et qu'est-ce que moi je peux faire, éducation populaire encore une fois, à partir de mon vécu, à partir de ce que je sais faire, quelle peut être ma partition pour changer les choses. Et là après, tu laisses les choses venir à toi, quoi. Tu vas peut-être œuvrer là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas non plus se livrer à des combats qui sont démesurés si on n'est pas en capacité psychologique et individuelle de le faire. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Je pense qu'il faut avoir de l'humilité, savoir bien maîtriser son ego et se rendre dans des milieux où on est plutôt à l'aise. Même, il faut sortir de sa zone de confort, bien sûr. Enfin bon, tout ça pour dire que en fait, moi, j'ai toujours dit, si chacun donnait 1 heure de son temps par semaine, dans le cadre de dire, voilà, j'ai envie de contribuer à la collectivité, 1 heure par semaine, dans tout le tralala de ma vie, le métro, boulot, dodo, je donne 1 heure de mon temps pour la collectivité, dans ce que je veux. Si tout le monde faisait ça, déjà, ce serait beaucoup plus respirable. Aujourd'hui, on est dans une société très individuelle, je ne veux pas trop m'écarter du live non plus, mais très, très individuel, où c'est beaucoup l'intérêt particulier, où on est coupé de soi-même et des autres. D'ailleurs, on est coupé de tout. On est dans des considérations, comme tu disais, purement monétaires, matérielles, etc. Et on pense à ses fesses et on oublie qu'on vit tous ensemble, quoi, en gros. Et du coup, il y a un manque d'engagement. Les gens, en plus, parce que du coup, il y a ce problème aussi que on fait beaucoup de plans sur la comète, faut renverser les Rothschild, faut renverser patati patata, mais c'est pas des objectifs qui sont réalisables en fait. C'est-à-dire que c'est une destination de renverser ces oligarques qui font tant de mal à la planète. Ouais, c'est clair. Mais tu me dis oui, la seule solution c'est de renverser les Rothschild par exemple. Ça pour moi c'est aussi une excuse pour pas agir en fait. Tu vois, entre guillemets. Oui, bien sûr. Parce que tu mets tellement la barre haute, c'est irréalisable. Ah si, les constituants, un coup, on a déployé une banderole devant un domaine Rothschild, on les a un peu chatouillés, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils pèsent des milliers de milliards, ils sont grands propriétaires terriens, ils ont des armées, alors, enfin, tu vois. En même temps, la banderole, il en faut aussi. Ouais, bien sûr, mais je te dis, tu peux t'amuser à aller chatouiller des puissants. Nous, on va chatouiller des puissants avec le syndicat. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression aussi dans la lutte, y en a qui mettent la barre tellement haute. Par exemple, faut mettre à défaut la police.
Une fois qu'on aura défoncé tous les policiers, c'est bon, on a la révolution. Non. Faut renverser tout l'exécutif, toutes les banques. Oui, c'est une destination, mais dans ta destination... Enfin voilà, et du coup je pense qu'il faut retrouver de la rationalité aussi. On est dans une période d'hystérie. Faut redevenir très terre à terre, très rationnel. Se dire, bah voilà, cette société elle devient irrespirable. Comment on se tend la main les uns les autres. Repartir sur des bases saines, bienveillantes, etc. Et après on pourra viser la lune. Mais là j'ai l'impression qu'on cherche la fin sans les moyens un peu aussi, tu vois. Quand on va en masse, on se réunit en masse et on dit, aujourd'hui c'est la bonne, c'est le grand jour, on va renverser le système. On sait que ça n'arrivera pas en plus. Il y a beaucoup d'espoir derrière, etc. C'est nécessaire de manifester sa colère, de le faire. Mais finalement, avoir que cet objectif-là et de se dire, ouais, on va foutre le bordel dans Paris, on va renverser la République, enfin, c'est irrationnel, tu vois. C'est pas, ça n'arrivera pas. Donc, ça arrivera un jour, mais suite à une succession de tout un tas de choses. On n'en est pas du tout là. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de gaspiller son énergie dans des choses trop grosses, qui sont très dangereuses en plus, qui nous ont causé énormément de tort. Rester rationnel, terre à terre, s'organiser, faire des rencontres, et puis donner sa petite partition dans la société. Et puis oser dire les choses, ne pas avoir peur, oser dire les choses, en toutes circonstances, au travail, en famille, dans l'espace public, tout le temps assumer ses positions, son discours, dire que ça va pas, qu'il faut agir, et le faire un minimum en conséquence. Pour moi, c'est tout ce qu'on a à faire, quoi. Ouais, déjà, se dire déjà qu'on peut faire quelque chose. Oui, on peut faire quelque chose. Et à partir de là, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas le faire tout seul, quoi, de s'associer, d'essayer de voir dans son entourage avec qui on peut le faire ou pour qui on peut le faire. Oui, parce qu'il y a aussi, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui font des dons à titre individuel. Ils se disent, je vais donner de l'argent à telle organisation. Et c'est bien qu'il y en ait qui le fassent dans la santé, dans plein de choses. Mais du coup, ces dons-là, en fait, c'est aussi un peu pour se démobiliser collectivement. Je donne individuellement, je participe individuellement. Et comme ça, bon voilà, j'ai fait ma part pour la communauté. Mais ça reste insuffisant aussi, quoi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans ce que tu dis, c'est que il faut aider son prochain, en fait. Il faut aider, comme tu disais, les handicapés, les précarisés, les immigrés, ou même un travailleur, un SDF, je veux dire. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel dans la lutte. De tendre la main au gars qui est à côté de toi et qui en bave, quoi. Bah ouais, puis ça aussi pour moi c'est remettre un peu de rationalité, parce que du coup on entend beaucoup aussi parler d'une société idéale ou bien on a entendu tout un tas de revendications. On veut le RIC, on veut la nationalisation de tout ce qui a été privatisé, enfin des objectifs qui sont très très hauts, encore une fois. On veut une société libre, équitable, juste, etc. Mais on se rend compte en fait que aujourd'hui il y a énormément de misère sociale. C'est pas le sujet qui revient le plus. Maintenant on va entendre parler des injections, on va entendre parler de ce qu'a dit Ursula von der Leyen, on va entendre parler de la dernière sortie de Trump. Enfin tout est buzz, tout est médiatique. On va réagir sur toute cette actualité et on oublie depuis quelques années, en France et ailleurs, en francophonie, on oublie de parler de cette misère sociale qui explose. C'est-à-dire qu'on n'est déjà même pas en capacité de nourrir tout un tas de personnes, de les loger, de les nourrir, de faire en sorte qu'ils aient un minimum de soins, etc., qu'on voudrait déjà vivre dans une société idyllique, etc. Et ça, il y a un peu d'hypocrisie aussi là-dedans, c'est-à-dire que tu peux pas revendiquer un système de justice sociale, de liberté, etc., si tu n'es même pas capable déjà de donner, ne serait-ce qu'à manger à quelqu'un qui crève de faim par terre. Donc pour moi, la priorité, déjà, c'est faire en sorte que les droits humains élémentaires qui ont été décrétés dans ce pays, il n'y a pas si longtemps que ça, au vu de l'histoire. Au vu de l'histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, surtout qu'il y a eu plein de nouvelles constitutions entre nous, etc., pour revenir préciser certaines choses. Et la dignité humaine est dans toutes nos constitutions. Dans toutes les constitutions, elle a servi de phare partout dans le monde, en se disant le reste, c'est spécifique à chaque nation, mais au moins notre base commune, dans la plupart des pays après la Révolution, on s'est dit, chaque être humain, il dispose des mêmes droits que n'importe quel autre à vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité, c'est quoi? Avoir un toit, pouvoir se nourrir, pouvoir avoir des soins, pouvoir se vêtir, pouvoir avoir une activité dans la société, pouvoir fonder une petite famille. Tout ça, c'est la base de la base qui n'est même pas garantie pour des millions et des millions de personnes. Je parle qu'en France, dans le monde des milliards.
Donc tant qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que tous les êtres humains aient au moins le minimum, je vois pas comment on pourrait avoir plus que ce qu'on a en fait. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup par étapes, et encore une fois, je descends la barre. La barre, faut la mettre haute, mais l'échelle, elle est très très grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, par exemple, tu vois, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, avec un gilet jaune, est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute des élites si les gens crèvent de faim? Oui et non. Oui et non, parce que qu'est-ce qui nous empêche, face à cette misère sociale, nous, ceux qui ont encore un peu de nourriture, tout ça, de partager un petit peu tout ça. Et en fait, il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui d'aider notre prochain. Le gouvernement ne t'interdit pas d'aider ton prochain. Enfin, il a failli avoir des délits de solidarité en France avec les migrants à l'époque, avec Cédric Herrou, mais au final, il a gagné quand même en justice, il a gagné quand même en appel. Donc on ramènera, c'est celui qui a fait passer des migrants qui étaient... Et il les a hébergés chez lui. Qui étaient perdus dans les Alpes. Ils étaient perdus dans les Alpes, il habite dans les Alpes, il dit je les héberge chez moi. Et on l'a mis en prison. Et ouais, on lui a mis d'abord prison avec sursis. Et on lui a accusé d'être un passeur, etc., etc. Lui, après, il a fait appel, et il a juste dit, j'ai juste hébergé des gens chez moi qui étaient des êtres humains qui étaient en extrême difficulté. Et à la fin, il a gagné. Et ouais, je pense que c'est ça, la priorité, ça doit être ça. C'est aujourd'hui, en France, par exemple, on a 12 millions de pauvres, c'est-à-dire des gens qui sont sous assistance. Ces 12 millions-là, s'ils n'ont pas une assistance extérieure, ne s'en sortent pas. On a un demi-million de sans-abri. Tout ça, c'est les chiffres officiels, hein. On a les réfugiés, on peut même pas les compter. Il y en a combien qui sont même pas référencés, on sait même pas. Enfin, c'est le mal logement, des personnes handicapées. Là, je fais un direct moi demain avec. Tiens, je vais en parler un peu de Nabella qui est en situation de handicap et qui a un logement qui est pas adapté à son handicap. Elle peut pas aller dans sa salle de bain, elle peut pas aller. Elle est bloquée chez elle, quoi. Et on a tout ce tas de situations où les gens vivent dans l'indignité, dans des injustices terribles, où on fait rien pour eux, où tout le monde s'en fout. Et je pense que c'est ça la priorité. Et même nous, avec le syndicat des Gilets jaunes, c'est ce qu'on défend du coup, c'est en fait notre grande ligne dans le syndicat, c'est de dire que tout le monde a le droit de vivre dans la dignité de sa naissance jusqu'à sa mort. En passant par le travail, en passant par tout ce que tu veux, mais chacun a le droit au moins à vivre dans la dignité de la naissance jusqu'à sa mort. Parce qu'on sait qu'on a des besoins vitaux, et ces besoins vitaux ne sont pas couverts, même en Europe aujourd'hui, pour plein de gens. C'est inacceptable. Et en Belgique, c'est pareil aussi. Ouais. L'État de Bruxelles, par exemple, ou de certaines villes, quand tu vois la misère qu'il y a dans certains quartiers, tu te dis c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est un combat. Et je pense qu'à la base, toute lutte sociale, elle émane de ça, de la misère sociale. Et là, on s'est un peu perdu dans des sujets, on nous parle de vaccins, d'injections, de patati, pour, contre, nani, nana, alors qu'à la base, les Gilets jaunes, on était sortis pour quelque chose de plus global, quoi. On disait et de plus concret. Plus concret, plus terre-à-terre, plus global. Que là, maintenant, alors, t'as des experts, du coup, alors c'est devenu des experts médecins, des experts militaires, maintenant, avec la guerre en Ukraine. Enfin voilà, Moi, je suis expert géopolitique. Voilà, tout le monde est devenu expert, spécialiste, encore une fois, tatati, tatata. En plus, c'est réagir, en plus, on nous donne un nonos et nous, on réagit. Arrêtez de calculer tout ça, vous êtes un militant, vous savez ce que vous avez à faire. Pourquoi vous vous prenez la tête avec des sujets comme ça, quoi ? On sait ce qu'on voulait à la base, vous êtes sortis, vous avez dit oui, la justice sociale, on a les frigos qui sont vides, c'est pas normal qu'il y en ait qui soient dans la merde, et les jeunes, et l'avenir des jeunes, et les vieux qui fouillent dans les poubelles, c'était ça les discours au début, c'était du concret, et ça a fait peur au système. Ça leur a fait peur, ça leur a mis le nez dans le pipi. Qu'après, dès qu'on est parti sur des considérations secondaires, on a été moins efficace aussi, hein, à parler de sujets... aller faire de la polémique, du buzz, alors qu'en fait c'est simple, on défend les droits humains, la dignité pour tous. Point. Oui, ce qui leur fait peur, c'est vraiment que le peuple se rassemble en fait. Surtout qu'en plus, comme tu le disais, c'est dans le marbre des constitutions de pratiquement tous les pays. Donc on a déjà le texte, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Il y a des ajouts à mettre dedans, peut-être même des choses à retirer, très certainement. Mais bon, on a une charpente qui est quand même assez solide. Oui, dans la devise nationale, en France, c'est liberté, égalité, fraternité. En Belgique, c'est l'union fait la force, c'est bien aussi. Hein. Bah ouais, c'est bien aussi, bah ouais. C'est bien réussi. Donc, si on revient un peu au syndicat Gilets jaunes, parce que là, tu t'élevais un peu trop quand même, je trouve. Hein. Donc, en général, moi, il faut me redescendre un peu. C'est quelque chose de concret quand même. Par exemple, vous êtes chez Amazon. Hein. Est-ce que tu peux un peu nous partager l'expérience du terrain du syndicat Gilets jaunes ? Moi, personnellement, ça amuse beaucoup de mes camarades. Moi, personnellement,
C'est un peu dur pour moi, je vais expliquer pourquoi. Alors, l'expérience que j'ai vue, elle est assez choquante. C'est vrai qu'on s'amuse pas mal parce que du coup, on débarque avec des gilets jaunes. Attends, excuse-moi. Donc déjà, rappelez que le syndicat Gilets jaunes, ils ont des délégués chez Amazon. On est chez Amazon, on est chez Sephora, on est aux Galeries Lafayette, on est chez Nocibé, on est chez Carrefour, on est chez Lidl. Voilà, donc c'est déjà un vrai syndicat. FedEx, qui a des FedEx qui est quand même une multinationale qui est immense aussi. On est dans beaucoup de grosses entreprises. On a des sections dans les entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 2 adhérents d'une même entreprise au syndicat des Gilets jaunes, on a le droit d'ouvrir une section syndicale dans l'entreprise. On n'est pas représentatif du personnel, mais on a une section. Donc on a le droit à un bureau, on a le droit à des visites dans la boîte, on a le droit de participer aux réunions de négociation, on a le droit de communiquer avec les salariés, on a le droit à un tableau d'affichage, on a le droit d'exister dans la boîte. Bientôt, les réunions qu'on a faites jusqu'à ici, puisqu'on est assez récent comme syndicat, c'est les protocoles d'accord préélectoral. Encore de la novlangue, mais en gros, c'est les négociations avant élection. En fait, on va définir quel sera le protocole électoral dans l'entreprise. Combien de délégations seront données, le nombre d'heures, et patati, patata. Enfin, c'est vraiment couper les cheveux en 4, ces réunions-là. Et en fait, après les PAP, il y aura les élections professionnelles dans différentes boîtes. Et là, nous, on a des listes gilets jaunes. Mais on n'a pas beaucoup d'espoir là-dedans. Parce que le vote électronique s'est généralisé dans les entreprises par rapport au vote papier. Donc avant, tu pouvais avoir des assesseurs de différents syndicats pour bien compter, bien dépouiller. Maintenant, c'est des prestataires, des entreprises privées prises par l'entreprise pour faire le dépouillement par le digital, et toi, tu n'as aucune vision là-dessus. Donc, on anticipe déjà le fait que ce sera complètement magouillé, et le fait aussi que les multinationales les plus puissantes du monde préfèrent mourir que laisser un syndicat gilet jaune être représentatif dans sa boîte, quoi. Donc, on ne met pas la barre si haute. Si on peut avoir quelques élus, tant mieux, mais notre objectif, en ayant un maximum de sections syndicales, on a le droit de rentrer dans un rapport de force, quoi qu'il arrive, avec le patronat, quoi. Donc si on a un maximum d'adhérents, ça veut dire qu'on peut faire des actions devant l'entreprise sans avoir de problème avec la police, c'est une action syndicale, de la syndicat de la boîte. On peut participer aux réunions de protocole d'accord, et on filme tout ça, donc on pousse les autres syndicalistes en plus à faire vraiment leur travail pour une fois, etc. On les perturbe beaucoup. Et puis surtout, pour moi, là où on est le plus efficace, c'est qu'on fait des permanences. Avant, c'était que à Paris, maintenant on s'est décentralisé. Moi, je fais une permanence dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai une collègue qui en fait une en région PACA. Là, on est en train de se développer en Bretagne. C'est-à-dire qu'on a des sections en entreprise et on a des référents dont je fais partie par région qui, eux, font des permanences. C'est-à-dire que tu as un problème dans ta boîte, tu as ton patron qui veut te faire des heures suppli illégales, ou il ne te les paye pas, ou il ne te donne pas tes congés payés, ou enfin tout ce qu'on peut imaginer. Nous, on fait une permanence gratuite, que tu sois adhérent ou pas chez nous d'ailleurs, on va te recevoir et on va t'accompagner. Et s'il faut, on fera des courriers au patron. S'il ne répond pas à nos courriers, on fera une action devant son entreprise. On exigera de négocier, etc., etc. On a des avocats, des juristes pour éventuellement faire des procès, etc. Quand on a identifié des choses, on peut faire des procès. On a gagné par exemple contre Carrefour. Carrefour a été condamné à nous verser de l'argent. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu la section syndicat Gilets jaunes. Ils ont dit mais non, les Gilets jaunes ça n'existe pas, les Gilets jaunes c'est un truc dans la rue, c'est des mecs qui cassent des vitrines, il n'y a pas de syndicat et tout. Et nous on leur a dit bah si, regardez, on est constitué juridiquement. Ils ont dit non, ils n'ont jamais voulu nous ouvrir la porte. On leur a fait un procès, ils ont été obligés de nous réintégrer dans l'entreprise et de nous verser une somme. C'est quand même des victoires qui sont pas mal, tu vois. Carrefour qui verse de l'argent aux Gilets jaunes, tu vois, c'est quand même pas mal, quoi. Ça fait plaisir. Après, nous, notre objectif, surtout à la fin, c'est de remplir aussi une caisse de grève. Remplir une caisse de grève, c'est important. Il y a une partie de la cotisation qui part pour le fonctionnement du syndicat, juriste, avocat, bureautique, et il y a une autre partie qui part dans une caisse de grève. Un tiers de la cotisation part dans une caisse de grève, et le but après, quand on aura une caisse de grève assez conséquente, bien sûr, c'est de faire une grève générale illimitée, mais digne de ce nom, quoi. Une vraie grève générale illimitée, vraiment mettre le pays à l'arrêt,
Et moi, surtout pour moi, il ne faut pas lancer cette grève si elle ne se fait pas au moins au niveau européen. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup rentré en contact avec les Belges sur le syndicat Gilets jaunes belges. Bon, je sais que ça avance pas encore très très bien, mais ça va venir. Avec les Allemands, là, je vais encore faire une visio bientôt. Et j'annonce d'ailleurs, et vous êtes invités bien sûr, à la fin de l'année, là, on va faire l'assemblée générale du syndicat des Gilets jaunes ici, dans le nord de la France. On va le faire sur 2 jours, et on va en profiter aussi pour faire le rassemblement international des Gilets jaunes. Donc les gens pourront assister à notre AG, et le lendemain, on fera une porte ouverte avec les Gilets jaunes de partout, de France et des autres pays. Donc, et on pourra faire notre rassemblement. Jaunes ou pas, sont invités. Oui, bien sûr. Et le Nord, pour les Belges, c'est à côté. Donc, on a dit qu'on allait faire ça ici, parce que la plupart des Gilets jaunes qu'on connaît, c'est Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. J'ai essayé d'en faire venir du Royaume-Uni aussi, j'ai quelques contacts là-bas. Et sinon, ouais, sur le syndicat des Gilets jaunes, ouais, c'est surtout un accompagnement juridique gratuit. Pour l'instant, on n'a jamais déçu personne. Je touche du bois, on n'a jamais déçu personne sur notre accompagnement. On a réussi à faire virer des directeurs, des directrices, des DRH par l'action sociale. Par exemple, de Transdev, par exemple, qui est une boîte de transport, où on a fait des blocages consécutifs là-bas. Ils n'ont pas pu assurer le service minimum des bus, donc ils ont perdu le contrat. Et donc la directrice a été virée. Et en fait, nous, on avait bloqué le dépôt de bus parce qu'elle avait refusé de négocier avec nous. Et nous, on était venus négocier parce qu'il y avait des chauffeurs de bus qui nous avaient interpellés sur leurs conditions de travail. On avait même eu des témoignages, je vais citer personne, bien sûr, anonymement, on a même eu des témoignages de chauffeurs de bus qui se faisaient pipi dessus, tellement ils roulaient longtemps, quoi. Et qu'ils n'avaient pas de poste pour manger, pour rien, quoi. L'enfer, quoi, vraiment des conditions infernales. Et depuis, on a une section dans la boîte, la directrice a été virée, ils ont perdu un marché, et maintenant, ils font beaucoup plus attention au code du travail, quoi. Donc on en est au moins à ça. Et ça, c'est une entreprise publique en plus. Transdev, c'est une entreprise privée, mais avec des fonds publics. Oui, c'est ça. C'est la pire combinaison. En général, ouais, ça s'appelle une délégation de service public. C'est l'État qui sous-traite. Voilà, c'est ça, ouais. Mais du coup, le syndicat Gilets jaunes, je dirais, c'est une clé sur un trousseau de clés qui est assez large pour les militants qui font partie du syndicat. En général, ils ne font pas que le syndicalisme, tu vois. Alors, dans les principes de syndicat Gilets jaunes, il y a un point que j'ai vu dans les chartes, puisque j'ai été sur le site, hein, c'est syndicatgj.fr, c'est ça, hein. Ouais. C'est que vous êtes apolitique. Apolitique et apartisan, ouais. Apartisan, enfin, on dit apolitique, mais ça veut dire apartisan. Ouais, en fait, c'est ça. Bah, après, on peut dire que, comment dire, quand tu as une entreprise, une association, un syndicat, on peut dire que tu as une politique interne. Bien sûr. Donc c'est pour ça, j'anticipe déjà ceux qui pourraient chipoter sur les mots. Mais en fait, on va dire que on ne fait la promotion d'aucun parti politique. On ne fait la promotion d'aucun parti politique. Que ce soit en pleine période électorale ou non, on ne fait la promotion d'aucune idéologie ou d'aucun parti ou d'aucun homme politique. On se contente vraiment de faire du syndicalisme. Je dirais même en ça, le syndicat Gilets jaunes, on est plus technique que philosophique, tu vois. C'est plutôt moi souvent qui va apporter des arguments philosophiques et autres, parce que sinon 24 heures sur 24, on est dans du très pratico-pratique. Il y a beaucoup de boulot, hein. C'est vraiment tel article, tel truc, on est vraiment dans du juridique, du pénal, Pour les discours vraiment philosophiques, politiques, etc., c'est plutôt moi du coup qui suis chargé de communiquer. Mais sinon, on est vraiment, nous, des acteurs de terrain qui accompagnent les travailleurs, quoi, pour faire simple. Et du coup, on ne va pas mettre de politique là-dedans. On n'essaye pas de récupérer les travailleurs pour les amener vers telle ou telle corporation. Et puis on ne donne pas de consigne de vote. On nous l'a reproché pendant les élections présidentielles françaises. On a reproché au syndicat des Gilets jaunes de ne pas avoir appelé à voter un tel ou un tel. Que ce soit au premier tour, on nous l'a reproché, mais alors au deuxième tour, on nous a assassinés, quoi. Ouais, vous appelez pas à voter contre Macron, hein. Et du coup, nous, on a dit non. Et déjà, on a dit, nous, on n'a même pas d'élection, déjà, en interne. Déjà. Enfin, je veux dire, on va pas te pousser à aller aux élections, alors que nous, on la pratique même pas. On n'a même pas de suffrage universel chez nous. Et puis voilà, c'est même du coup, même ce système de représentation, j'ai envie de dire, on le dénonce, nous. Ce principe de délégation de représentation à des représentants par ce processus-là,
on le dénonce et on n'y adhère pas. Nous. Pour nous, ils privent les gens de leur... Alors là, est-ce que tu parles au nom des syndicats Gilets jaunes ou au nom personnel plutôt? Plutôt, non, au nom du syndicat des Gilets jaunes, ce que je sais des membres du syndicat des Gilets jaunes les plus actifs, c'est que c'est des gens qui ne se rendent pas aux urnes pour la plupart. Si j'en connais un qui a voté pour un parti politique qui est le plus proche, on va dire, de nos actions et de ce qu'on dit, mais il l'a fait vraiment presque à contre-cœur, quoi. Mais sinon, globalement, non, nous on est vraiment pour que le peuple se représente lui-même, pour lui-même, quoi. Et qu'il y ait des gens qui soient effectivement, le boulanger il fait du pain, le prof il fait prof, le policier il fait policier, chacun fait son métier, mais ce système de représentativité, pour nous, il est devenu complètement obsolète et inefficace, quoi. Surtout quand on voit qu'en plus les représentants eux-mêmes politiques, on dit qu'ils sont corrompus, etc., mais ils sont aussi impuissants. Dans un monde mondialisé où les lois du marché prédominent sur les lois des États, les représentants des États peuvent même pas mettre en pratique le programme qu'ils nous vendent. Donc, oui, tu vois, il y a tellement là-dessus, on pourra en parler toute une nuit. Oui, non, mais c'est un enjeu central pour l'Europe, surtout, je veux dire, la souveraineté, c'est central. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Donc, encore une fois, nous, c'est l'ascendance. On part vraiment du bas de chez bas. Et on veut accompagner vers l'émancipation, l'autodétermination, l'autonomie, etc., quoi. On n'est vraiment pas dans le fait de rabattre pour envoyer vers telle chose, telle chose, telle chose. On veut vraiment aussi... C'est important, parce que justement, on n'est pas des assistantes sociales, quoi. Et moi, toute la semaine, je me prends le chou avec beaucoup de gens qui me prennent pour une assistante sociale. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas là pour faire l'assistante sociale, je suis là pour accompagner les gens, les accompagner, mais c'est à eux de faire les choses. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se plaignent de conditions indignes au travail, mais qui ne sont pas prêts à faire face à leur patron. Et ils comptent sur nous pour faire face à leur patron à leur place. Mais nous, ce qu'on défend aussi, c'est d'accompagner les gens à avoir cette posture révolutionnaire. Nous, on les outille, on fait corps avec eux, on les aide à se battre, mais on veut vraiment que ce soit les salariés qui soient... On ne veut pas reproduire justement tout ce que je viens de dénoncer, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, il y a un mot qui pour moi est clé dans tout ça, c'est l'attitude militante, quoi. C'est vraiment de militant. Tant vous, en tant que on va dire, permanent des syndicats Gilets jaunes, que les gens eux-mêmes, ils doivent aussi adopter une attitude militante, aider son prochain, s'organiser, participer au changement. Puis pas se laisser marcher dessus, parce que du coup, beaucoup se plaignent de se faire marcher dessus, et ils se laissent marcher dessus aussi. On en est là aussi beaucoup dans cette société, par peur, par les gens. La peur s'est beaucoup développée dans la société de la peur, société aussi de la paresse, hein, je dirais plutôt de l'habitude qui crée la paresse. Mais du coup, sortir de sa zone de confort, lutter, faire face au patron, c'était culturel à l'époque. En France, aujourd'hui, ça ne l'est plus, quoi. Et nous, c'est ça aussi qu'on essaye de dire. Comptez pas sur moi ou sur mes camarades pour tous vous libérer de vos entreprises et de mettre le patron à sa place. Le meilleur moyen de remettre le patron à sa place, c'est de lui faire face entre salariés, d'être solidaire. C'est le même mécanisme pour les élections. Je veux dire, voter pour quelqu'un en espérant qu'il va résoudre tous les problèmes, ça, c'est sûr que ça marche pas. Ben voilà, on veut briser ça, quoi. Mais c'est clairement pas la bonne approche de toute façon. Bah oui, il faut bouger de toute façon. C'est ça, peu importe que tu votes pas, etc. Il faut là aujourd'hui, je pense que les enjeux qu'il y a sur cette terre aujourd'hui va pousser les êtres humains à devenir aussi, à relever la tête, à faire face à ce système, etc. Le nombre, c'est nous, quoi. Quand on parle d'oligarchie, quand on parle de tout ce système, ils représentent pas grand-chose, ces gens-là. Non, c'est ça. Donc, tu as dit une expression que tu n'as pas répétée lors de cette interview, qu'on peut travailler contre, sans et avec les institutions. Donc, je te propose de parler du contre. Donc, tu as un beau chapeau, là. Qu'est-ce qui est marqué dessus Le dernier rempart. C'est un béret basque. Je suis un ch'ti, je ne suis pas basque. Mais on me l'a offert pendant un événement du dernier rempart, justement. Alors, tu veux que je commence par le contre, c'est ça ? Tu me dis le pour avec... Non, c'est que le contre qui m'intéresse. Que le contre qui t'intéresse. Non, mais donc c'est le sans, le contre, le sans et le avec. Le avec, tu l'as déjà expliqué, par exemple. Je l'ai pas trop expliqué, mais en fait, simplement, c'est que on a développé aussi ce qui est normal, c'est que quand tu rentres en lutte contre le système, au bout d'un moment, dans ton inconscient s'inscrit l'idée qu'il faut être en lutte permanente.
contre le système, il faut être en lutte permanente. Alors qu'en fait, c'est pas si binaire, encore une fois. C'est-à-dire que si le système était 100% abominable, les conditions de coexistence seraient encore bien plus catastrophiques, voire apocalyptiques, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il existe dans toutes les strates de la société, dans tous les métiers, mais aussi chez des représentants, chez des élus, dans l'administration, dans tout un tas de métiers différents, des gens qui veulent bien faire et qui ont le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se battre tout le temps contre. Nous, par exemple, si je dois prendre un exemple du contre, le syndicat des Gilets jaunes, on se bat souvent contre. Parce que c'est des grosses multinationales, ils respectent rien, nous encore moins, donc bon, on rentre dans un rapport de force, une lutte sociale qui est justifiée. Après, il y a le avec, ça sera plus souvent dans un cadre associatif. Le avec, quand même, vous profitez de la législation sur les sections syndicales. Ah oui, par contre, oui, du coup, on pourrait dire le avec quand même, on profite de la législation, bien sûr. Mais le avec, moi, quand je parle d'avec, c'est surtout, au lieu de te battre et d'être en opposition, être dans la dualité, parfois, en fait, tu peux tous te poser autour d'une table. Je prends le cas des associations, par exemple. Si je prends le cas, comme je te disais tout à l'heure, on a créé un garage solidaire. Comment on l'a créé? Jeunes de quartier, populaire, la mairie, l'intercommunalité, le conseil départemental, la Fondation de France, des associations de jeunesse, toute une galaxie de citoyens et de collectifs constitués ou d'institutions compétentes ou d'élus, etc., dans certains domaines. On s'est posé ensemble, on a dit voilà, on est sur un territoire, les gens ont des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de chômage, les gens ne peuvent pas réparer leur véhicule ou n'ont pas accès à un véhicule alors que c'est la condition première pour travailler, donc ça crée un cercle vicieux. On a posé tout ça sur la table et on s'est rendu compte que ce projet de garage solidaire que nous on portait convenait à la fois aux collectivités pour leurs administrés, à la fois pour les financeurs des fondations qui voulaient financer des trucs qui ont un réel impact, et à la fois pour nous en tant qu'acteurs que notre projet puisse concrétiser, et en fin de course que les citoyens puissent avoir un nouveau service territorial pas cher et qui leur permette de conserver leur mobilité et donc leur emploi. Parce que ça va ensemble, mobilité et emploi. Donc parfois dans une concertation super globale, parfois ça peut être avec des bailleurs sociaux, parfois ça peut être avec tout un tas de... Parfois on peut juste se poser autour de la table, ne pas se foutre sur la gueule, être d'accord et porter des projets qui correspondent à tout le monde, quoi. Ça existe aussi, quoi. Faut vraiment sortir de l'idée Mad Max, ça y est, c'est la guerre. Non, c'est pas encore, non, on n'y est pas encore. Il y a encore moyen de faire des trucs, voilà, quoi. C'est compliqué, c'est technique, faut mobiliser des gens, faut passer des coups de fil, faut prendre des rendez-vous. Ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, mais c'est possible. Et le sang, c'est quand tu te dis, finalement, ouais, le régime républicain, le système économique, les lois des hommes, tout ça ne correspond pas à nos aspirations. Il n'y a plus rien qui correspond à nos aspirations. Et ça va être souvent des rassemblements qu'on va faire dans des pâtures, dans des salles, et c'est là où tu vas entendre tout un tas de choses, de nouvelles façons de voir, les lois entre nous, des nouveaux systèmes, des nouvelles idées qui sortent complètement du champ institutionnalisé, etc. Et c'est nécessaire aussi. Oui, pour imaginer l'après, il faut sortir de ce qui existe maintenant. Il faut vraiment casser toutes les règles. Oui, parce qu'au bout d'un moment, l'outil deviendra obsolète. C'est pour ça aussi que le syndicalisme, on travaille très large avec le syndicat des Gilets jaunes, parce qu'en fait, on se dit, si on fait que du syndicalisme et qu'on fait pas de passerelle, à la vitesse à laquelle ils détruisent le code du travail, avec les réformes successives, les ordonnances, les accords signés justement dans le dos des salariés, la puissance des multinationales qui est de plus en plus hégémonique sur les États, etc. Avec tout ça, au bout d'un moment, ça sera des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut être le plus large possible. Au bout d'un moment, il y a des outils qui ne fonctionneront plus, ou qu'il faudra réinventer, ou qu'il faut... Donc faut être très très large. Et du coup, oui, on peut faire avec, on peut faire contre, on peut faire sans. Et moi, en général, je navigue entre les trois, quoi. Il n'y a pas une seule bonne méthode, il faut faire de tout. Non, on peut encore une fois, tu peux t'engager, et du coup, t'es pas forcément obligé de te battre, quoi. Parfois, la concertation, ça fonctionne, en fait. Et donc le dernier rempart, donc tu peux nous en parler? Alors historiquement, le dernier rempart, on s'est créé dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, chez Adama Traoré, qui est un de mes camarades historiques,
qui lui œuvre pour la dignité dans les banlieues, on va dire, surtout à Aulnay-sous-Bois. À l'époque, et on a le discours d'Emmanuel Macron. Excuse-moi, Adama Traoré est venu récemment à Bruxelles, donc il a participé au dernier sommet européen citoyen organisé par Bon Sens. Exact. Pardon, oui. Et à l'époque, donc, Emmanuel Macron, en juillet 2021, fait un discours où il dit qu'il va mettre en place le pass sanitaire. Et il fait un discours très martial, très guerrier à l'époque. C'est le 12 juillet 2021, il me semble. Et ce discours qui choque la France entière d'ailleurs, et on a des millions de gens qui, dès le lendemain, se dépêchent d'avoir un pass, etc. Il nous fait ça en plein été, en plus, etc. Et il le fait vraiment de manière très martiale, très autoritaire. Et nous, on considère à la fois syndicat des Gilets jaunes, à la fois Gilets jaunes historiques, et à la fois collectif de banlieue. Il y en a certains d'entre nous qui considèrent, et ce partout en France, que cette loi-là, il faut absolument l'abolir, que c'est une loi inique, que c'est une loi qui est contre la cohésion sociale, que c'est une loi séparatiste, enfin vraiment une loi qui est liberticide, etc. Donc on se dit on va faire un grand rassemblement sur Paris pour demander l'abolition du pass sanitaire. Et donc on crée le dernier rempart, parce qu'à l'époque on se dit Gilets jaunes c'est devenu clivant. En 2021 on se dit tu pourras pas réunir autant de monde si tu utilises que le terme de Gilets jaunes. Va falloir ratisser plus large. Donc on se dit on crée un nouveau collectif, mais qui n'en est pas un. Parce qu'en fait c'est pas un collectif constitué avec un champ d'action spécifique. Le dernier rempart c'est la convergence des collectifs déjà constitués. Donc l'idée du dernier rempart c'était de réunir un maximum de militants et de révolutionnaires, peu importe des milieux d'où ils viennent, écologistes, banlieues, gilets jaunes, etc., d'en réunir un maximum pour l'abolition du pass sanitaire, quoi. Et donc on se donne rendez-vous le 11 septembre 2021 à Paris, destination le Conseil d'État. À l'époque, c'est encore Didier Lallement, le préfet de police. Et donc dès le matin, il embarque 95% de l'équipe du dernier rempart. Tout le monde se fait embarquer avant même le début de la manifestation. Il y a une interdiction partielle de manif qui se fait la veille en préfecture, mais qui est illégale parce qu'elle ne paraît pas au journal officiel. Et du coup, tous ceux qui se rendent sur le lieu de la manifestation se prennent des amendes. Même ceux qui ne sont pas sur place, d'ailleurs, en sortant des métros, enfin, c'est plus de 7000 € d'amende distribuée aux manifestants avant même le début de la manif. Et après, dans la manif, à la fin, manif très très violente devant le Conseil d'État, grosse bagarre, énormément de violences policières, etc. Et donc ça, c'était notre premier gros coup, c'était le 11 septembre 2021 à Paris, et il y a eu environ 50 000 participants à la manif. Nous, tout de suite dans la foulée, on assigne en justice Didier Lallement et la préfecture de police de Paris. En tant que personne morale, la préfecture de police, et Didier Lallement en tant que préfet de police. Parce que les amendes étaient illégales, donc on les a toutes fait sauter, les amendes, 7000 € d'amende qu'on a fait sauter. Avec le dernier rempart, on a demandé tous ceux qui ont eu une amende de nous l'envoyer, on les a tous contestés collectivement, et le tribunal de police les a toutes fait annuler. C'est la première chose. On a profité de cette annulation pour faire le procès, justement. Parce qu'on se dit, en fait, l'administration elle-même reconnaît qu'elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Donc là, on a enfin un motif pour aller en procès face à Didier Lallement. Parce que tous ceux qui ont tenté précédemment n'ont pas réussi à le faire. Tous ceux qui ont tenté de porter plainte contre lui ont porté plainte pour violence policière. Quand tu portes plainte pour violence policière, en général, ça ne va pas au tribunal. Parce qu'ils vont dire que c'est trop subjectif, il y a des casseurs, il y a des violences des deux côtés, etc. Que là, nous, non. On l'attaque pour atteinte à la liberté individuelle. On ne peut pas circuler tranquillement dans Paris ni se rendre à une manifestation déclarée sans se prendre des amendes ou se faire embarquer. Et discrimination opérée envers des personnes en lien avec leur appartenance militante. C'est deux choses qui existent dans le code pénal français et qui impliquent de la prison ferme et des lourdes amendes. Et sur ces deux motifs-là, ils sont presque reconnus d'avance par l'administration. Et nous, on va au tribunal face à Didier Lallement pour ça. Et chose incroyable, c'est que l'audience de fixation et les 6 audiences relais, ils ont mis 6 audiences relais pour vérifier la conformité du dossier, et bien tout est passé.
et on sera en plaidoirie le 22 janvier 2024 face à Didier Lallemand, le dernier rempart. Et on espère avoir ça le comble, on espère avoir des gilets jaunes, on espère avoir plein de monde, parce que c'est énormément de militants qui attendent justice face à Didier Lallemand. Tu peux répéter la date ? Le 22 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Paris. Et donc il y aura bien la plaidoirie, et on est bien dans le cadre du pénal. Donc là, on va demander 35 000 € de dommages et intérêts et de la prison ferme. Directement. Tant qu'à faire. On peut toujours demander. Oui, après, l'idée en fait, c'est surtout aussi de se dire qu'on ne se laisse pas faire, tu vois. En fait, il y en a plein qui disent oui, mais la justice, le droit, tout ça, ça fonctionne plus, c'est dans les mains des puissants. Mais le truc, c'est que c'est dans les mains des puissants quand plus personne ne l'utilise. Nous, on utilise, même si les tribunaux, l'administration, tout ça, c'est défectueux, il faut l'utiliser, il faut faire des recours, il faut faire aussi de l'administratif. C'est ça, on est quand même dans un pays où, je rappelle toujours, moi je suis né dans un pays, dans une dictature militaire. C'était pas un état de droit, quoi. Voilà, il n'y avait rien du tout. Ici, on a quand même quelques leviers. Et à la base, sur le papier, la démocratie, la Constitution française, elle est sympa. Ah ouais. Mais si on n'utilise rien. Bah oui, les gens disent oui, ça sert à rien, mais ça sert à rien. Si tu l'utilises pas, c'est logique qu'il y ait des puissants derrière qui rendent l'outil obsolète. En fait, c'est juste logique. Et du coup, ça, c'était notre première étape. Donc, le dernier rempart, on fait pas que ça, puisque depuis aussi, en plus de ce procès, on a ratissé toute la France, justement, pour identifier les initiatives, les collectifs, dans tous les domaines, se faire une grosse base de données. On a des bases de données informatiques, les noms, les prénoms, les collectifs, les localités, les disponibilités des gens, leurs compétences. On essaye de faire vraiment ce maillage. Déjà, d'abord identifier, cartographier un maximum de gens, puisque comme je le disais tout à l'heure, on s'est constitué parce qu'en fait, on s'est dit beaucoup de choses existent, mais tout est isolé, dispersé et cloisonné. Avec le dernier rempart, on essaye de péter les cloisons et de faire que la lutte soit transversale et qu'il y ait un maillage territorial et qu'on puisse s'organiser après par localité et tout doucement la faire, cette révolution, quoi. En partant des localités, un peu partout, et puis dès qu'on sera bien maillé, bien constitué, là, on pourra aller sur Paris tous ensemble. Parce que je pense que finalement, les Gilets jaunes, ça a été très spontané comme mouvement. Du coup, on s'est dit très rapidement, on va dans les grandes villes, on fout le bordel. Alors qu'une révolution d'un point de vue technique et historique, c'est des petits groupes qui s'organisent par localité, qui après font des liens entre eux et qui finissent. En fait, Paris, on y a été comme première étape, alors que c'est la dernière étape, Paris. En fait, c'est d'abord, tu te fédères dans toute la province française, dans toutes les ruralités, et même avec l'étranger, du coup. Et à la fin, tu vas à Paris. Quand tu t'es bien maillé, bien organisé, quand tu sais qui fait quoi, etc. Il faut faire la Révolution française à l'envers, alors. En fait, on a fait un peu les choses à l'envers. Je disais la fin sans les moyens. Mais l'objectif, c'est bien un jour de retourner à Paris, avec les corps constitués, avec un vrai projet de société, avec des vrais arguments qu'on ne pourra pas retourner contre nous, etc., quoi. Mais c'est un travail de longue haleine, de très longue haleine. Oui, parce que ça a l'air parfois un peu radical tout ça, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une vraie prise de conscience, et je crois que maintenant elle commence à être vraiment générale en Europe, que les dirigeants ils font vraiment n'importe quoi. Et donc c'est pas juste des râleurs professionnels. Il y a vraiment un gros problème. Je veux dire, même, Coluche l'a dit il y a 50 ans, mais c'est encore vrai. Je veux dire, ceux qui ne travaillent pas et ceux qui n'ont pas de travail, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de travail. Et ceux qui ont du travail, ils se plaignent parce qu'ils ont du travail. Et on ne peut même pas changer les uns par les autres, c'est les mêmes. Mais il y a une vraie souffrance partout, chez tout le monde, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Même ceux qui travaillent, c'est ahurissant. Les gens n'ont plus envie de travailler, en fait. Ils n'ont plus envie de faire des enfants. Je veux dire, il y a un malaise très, très profond, très grave. Et ceux qui ont envie de travailler, ils veulent devenir influenceurs ou coach sportif. Je veux dire, c'est pas avec ça qu'on produit, qu'on va manger, qu'on va se soigner, qu'on va éduquer nos enfants. Je veux dire, il y a un vrai manque de perspective, quoi. Et c'est un vrai gros problème. C'est pas juste qu'on râle pour le plaisir ou qu'on veut changer les choses comme ça. Non, il y a une vraie crise de la représentativité, justement, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est que le régime représentatif actuel, il représente les intérêts des représentants et de leurs affiliations privées, mais ne défendent plus les intérêts. En fait, les administrateurs défendent les intérêts des administrateurs, mais pas de les administrer, quoi. Ce pourquoi ils sont censés faire la représentation. Le contrat social
pour lequel ils sont censés exercer la représentativité n'est plus respecté aujourd'hui. Il est que pour des intérêts particuliers, corporatistes, de captation de richesses, de ressources, etc. Et ça se fait de plus en plus ressentir. Ouais. Ils travaillent pour ceux qui les payent. Hein. Mais pendant des décennies, les populations ont cru que c'était la meilleure manière de faire. Et aujourd'hui, les gens se disent, en fait, ça fonctionne plus, mais ils ne voient pas trop comment faire autrement, finalement aussi. Ils disent, en fait, les seuls leviers qu'on a, c'est le vote et les manifestations. Mais on se rend compte aujourd'hui que le vote et les manifestations, aujourd'hui, ces deux leviers-là, les gens n'y croient plus tellement, quoi. Et on voit les manifestations, on voit ce que ça donne, et les élections, pareil. Donc on a une crise de la représentation qui est généralisée. Je ne suis pas là pour donner un nouveau modèle de représentation, je dis juste qu'il y a une crise de la représentation en général. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le public, il y a une crise de la représentativité, quoi. Ce fonctionnement de délégation de représentation et ce qui l'amène derrière ne correspond plus à ce qu'a besoin la population, quoi. Ouais, et les solutions, c'est l'intelligence collective qui va la trouver. Bah oui, parce que du coup, tu peux pas passer par l'un de ces deux leviers défectueux, tu vas pas passer par ces deux leviers-là pour arriver sur autre chose, alors que c'est justement ces opérations-là qui créent les symptômes dans lesquels on se trouve, tu vois, ça crée une sorte de cercle vicieux. Donc j'en arrive, moi personnellement, je peux me tromper, à la conclusion qu'il y aura que quelque chose d'ascendant et d'intelligence collective qui pourra réformer la société en profondeur et nous amener sur un nouveau modèle de représentativité qui fonctionne plus du tout avec les mêmes règles, le même type de suffrage, le même type de scrutin, pas du tout. Peut-être qu'il s'en inspirera dans une certaine mesure, ou peut-être qu'on décidera que dans tel cadre, il faut des élus, dans tel cadre, il faut des tirages au sort, dans tel cadre, c'est que l'intelligence collective qui prime. Tout ça, ce sera à nous représenter, de déterminer quelles seront les règles de la représentation. Mais là, tant que c'est les représentants qui décident des règles de la représentation, ils les feront toujours en notre faveur et en notre défaveur. Donc c'est à nous de refixer les règles de la représentation. C'est un peu ce que les Gilets jaunes avaient fait sur leur rond-point, et ce qu'ils avaient demandé avec le RIC, tout ça. Ouais, c'est ça. Le RIC vraiment, par contre, en toute matière, quoi. Le RIC très très large, quoi. Mais du coup, même au-delà du RIC, l'idée vraiment, c'est surtout quelles nouvelles règles de la représentation. Parce que là, du coup, tu as une minorité d'individus qui administrent, légifèrent sur tout. Distribution alimentaire, travail, santé publique, route, tous les sujets appartiennent à une caste et c'est eux qui administrent, qui légifèrent et qui déterminent des règles pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Et ça, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible parce qu'en plus, ça fait tellement longtemps que ça dure que, en plus, les représentants sont complètement déconnectés des réalités du terrain. Ils sont pas tous corrompus. Il y en a, ils sont corrompus, ils sont malveillants, tout ce qu'on veut. Mais il y en a, ils sont juste complètement déconnectés, en fait. Parce que le système structurellement, en fait, ne fonctionne plus, en fait. Il y a vraiment une crise de... Pour moi, la représentation, c'est la grosse crise, quoi. Crise de la représentation. On n'est pas représenté comme on devrait l'être. Voilà. Donc, dans Tinker Jaune, on aime bien voyager un peu. Hein? Pas juste pour le plaisir de voir du paysage, mais surtout pour insister sur le fait que les problèmes qu'on rencontre en France, c'est les problèmes qu'on rencontre partout. Bien sûr, oui. Hein? Donc, j'aime bien dire que la France ou la Belgique, en général l'Empire européen, ils se tiers-mondisent. On voit des choses maintenant qu'on ne voyait que dans des pays du tiers-monde il y a 20 ans. Les problèmes de la dette, les problèmes de la dépendance technologique et industrielle, le problème de la dépendance financière, le problème de la souveraineté. Tous ces problèmes-là, on commence à vraiment réaliser qu'on a des gros problèmes par rapport à... Et ce sont des choses que les militants tiers-mondistes dénonçaient il y a 20-30 ans, à tout le monde se foutait de leur gueule. Mais maintenant, on les vit. Par exemple, et puis il y a d'autres dépendances aussi, par exemple le fait que s'il y a des petits Congolais qui travaillent dans les mines de cobalt, c'est pour qu'on ait des GSM pas chers. Et que si on ne veut plus qu'il y ait des enfants congolais qui travaillent dans les mines au Congo, nos GSM seront plus chers et donc on aura peut-être moins de confort. Donc il y a aussi ce genre de dépendance aussi. On le voit avec le gaz russe, voilà, on n'a plus la facilité d'acheter du gaz russe pas cher. On se tape une énorme inflation
Puis on va prendre le gaz aux Américains maintenant. Voilà, enfin bon, ou aux Russes, mais par des intermédiaires, ce qui n'est pas beaucoup plus intéressant financièrement. Mais... Et donc, je crois que tu as des connexions un peu spéciales avec le Congo, donc je ne sais pas si tu voulais un peu... J'y suis jamais allé personnellement, mais oui, j'ai un contact là-bas, un ami à moi. En fait, on s'est rencontrés sur Messenger à l'époque. Il m'avait envoyé un message sur Messenger, et c'est vrai qu'on s'est liés d'amitié, parce que c'est vrai que naturellement, tu es sur Facebook, il y a un profil africain qui vient te contacter. En général, tu vas te dire c'est une arnaque. Alors, on va essayer. Et lui, en fait, non, il m'a dit, bah écoute, non, j'ai juste envie, je suis francophone, j'ai envie de discuter avec des gens partout dans le monde et d'expliquer ce qui se passe chez moi, en fait. Parce qu'on parle jamais de la situation au Congo, et c'est une situation qui est centrale mondialement, parce que, ben, effectivement, la plupart, c'est pas que le cobalt, c'est énorme, hein, je sais plus, mais d'ailleurs, il y a eu un Onana, Charles Onana, en parle très bien, il avait sorti un livre là-dessus. Il est passé sur Sud Radio il n'y a pas longtemps. Il expliquait toutes les matières premières qu'il y a au Congo, c'est juste hallucinant, quoi. Et le Congo vit un génocide depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on parle vraiment d'un génocide. Hein. C'est des millions et des millions de personnes déportées, des millions de gens massacrés. Parce que, en fait, les génocides qui ont eu lieu au Rwanda et dans les zones périphériques au Congo, en fait, après, ces génocides-là ont servi de tremplin à la prise de pouvoir au Congo de certains généraux et certains rebelles de différentes factions. Enfin, c'est très compliqué leur histoire, mais... et depuis, ça fait que s'aggraver, c'est des gens qui se font découper en morceaux, enfin, c'est vraiment des choses qui sont terribles. Et donc, oui, moi, j'ai un ami qui vit là-bas, et je trouve que c'est important, parce que c'est vrai que j'y pensais, moi, en le rencontrant, je me suis un peu mis une petite baffe moi-même, c'est que je me disais à l'époque, quand on était sortis pour le prix de l'essence, après ça va, on a vu que c'était beaucoup plus large, on a ouvert notre spectre. Mais au début, certains d'entre nous, on était sortis que pour le prix du carburant, mais on s'est jamais demandé dans quelles conditions sont extraits ce carburant, comment il arrive chez nous, etc. Et les téléphones, c'est pareil, et les vêtements, c'est pareil. Du coup, œuvrer et lutter en disant je veux pouvoir conserver mon téléphone, mon pétrole, ma belle voiture, etc. Encore faut-il se poser la question de où viennent ces matières premières, comment elles sont assemblées, par qui, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça crée là-bas comme conséquences pour les populations, etc. Parce que du coup, si les luttes occidentales restent dans le cadre matérialiste, effectivement, on voit qu'il y a une coupure du coup avec ceux qui nous fournissent justement les premiers matériaux. Donc c'est très important de voir d'où vient tout ce qu'on a, nous, chez nous, d'où est-ce que ça vient, comment c'est conditionné. Et le Congo, c'est l'exemple le plus... pas le plus... J'aime pas faire de compétition entre les drames, mais là-bas, en fait, leur malheur, en fait, c'est d'être le pays le plus riche, en fait, finalement. Comme c'est le pays le plus riche en termes de ressources, c'est eux qui vivent le plus de violence. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais en début d'interview, les modèles de compétition, ils nous amènent aussi à ça. Qu'un modèle coopératif avec autant de ressources, ça se passerait mieux, quoi. Et du coup, là-bas, ouais, c'est une situation qui est innommable, dont on parle très peu aux Nations Unies, dont on parle très peu à la télévision. Ça arrive, mais c'est très très rare. À la radio, on en parle très très peu. On parle de certains conflits, mais pas d'autres. Là, par exemple, on entend beaucoup parler de la guerre en Ukraine. On a entendu parler beaucoup de la guerre en Syrie. Il y a certaines guerres que tu entends, il y en a d'autres que tu n'entends pas. Bah parce que le Congo, finalement, tout le monde est un peu d'accord pour ne pas en parler. Parce que ce soit le bloc BRICS ou le bloc classique occidental et d'Europe de l'Ouest, les deux se gavent bien sur ce pays qu'est le Congo, en fait, et d'autres pays du type Congo. Donc en fait, il y a un silence volontaire des populations et des représentants sur le Congo, parce que ça arrange un peu tout le monde, en fait, finalement, ce qui se passe là-bas. Nous, ça nous arrange d'une certaine manière, comme tu le disais, à travers le confort, etc. Mais il faut que ça cesse, parce que là, ça devient insupportable, et mon ami du coup là-bas vit dans des conditions extrêmement difficiles, et là je lui ai envoyé un caméscope, parce qu'on a très peu d'images de là-bas. Donc là je lui ai envoyé un caméscope, parce que figure-toi que là-bas je lui ai dit pourquoi tu filmes pas avec ton smartphone, là-bas internet c'est payant là-bas. Comme nous à l'époque, tu payais ton forfait internet, ouais. C'était pas en illimité, mais eux c'est resté comme ça là-bas.
Et c'est hors de prix pour eux. Du coup, il a 5 minutes internet par-ci par-là, pas plus. Donc je lui ai envoyé un caméscope et. Donc l'arnaque a fonctionné, il a eu quand même. Ouais. Il a eu son caméscope. Il a eu son j'ai envoyé un caméscope du coup pour il veut filmer tout ce qui se passe là-bas et faire un vidéomontage après sur un ordinateur et me l'envoyer moi en Europe pour qu'après on puisse le diffuser partout. Je veux même moi pourquoi pas le déposer aux Nations Unies, enfin où il veut quoi. Et c'est vrai que le Congo c'est vraiment si on se bat en ayant le spectre uniquement national ou européen, on passe à côté de beaucoup de choses et finalement on se retrouve dans des luttes en plus qui sont un peu en la défaveur d'autres nations et d'autres populations. Or, comme tu l'as dit, le problème qu'on a, il est mondialisé, donc il doit être pensé mondialement. La dignité humaine que je défendais, c'est pas que pour les Français ou les Européens, en fait. C'est pour tous les êtres humains. D'ailleurs, dans nos constitutions, c'est écrit. C'est pas écrit tous les Belges, tous les Français, tous les Américains. C'est écrit tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Donc c'est pas que les Européens ou les Occidentaux, quoi. La dignité, c'est pour tous. Et donc oui, c'est très important d'avoir ce lien avec eux. En plus, les Gilets jaunes avaient un lien, les Gilets jaunes constituants ont un lien historique avec des indépendantistes africains. Il y en a qui sont venus en France faire des actions avec nous. On a des délégations de Gilets jaunes qui sont là en Afrique rencontrer des indépendantistes africains. Donc ouais, c'est important de garder. Et en plus, l'Europe, on a une histoire avec l'Afrique aussi qui est très vieille et très particulière bien sûr. Et qu'il ne faut pas occulter, quoi. Et spécialement la France. Ouais, spécialement la France. Ouais. Sans entrer peut-être dans tous les détails, est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui se passe exactement au Congo? Donc c'est des milices locales, milices taille XXL, qui s'approprient le territoire au profit de multinationales ou... Alors, si on doit prendre... Ou pour sécuriser une certaine industrie Alors, en fait, la guerre du Rwanda, c'est un peu la première étape importante qu'il faut analyser pour voir ce qui se passe au Congo. C'est que la guerre qu'il y a eu au Rwanda entre Tutsi et Hutu, en fait... C'était il y a 30 ans toujours. Ouais, et en fait, on nous a toujours présenté de manière un peu binaire le conflit en disant qu'en gros, il y avait une partie qui assassinait l'autre et qui esclavagisait l'autre, mais en fait, il y a des criminels dans les deux factions, Hutu et Tutsi. Et en fait, il me semble que oui, c'est les Tutsis. Quand les Tutsis ont repris le pouvoir sur les Hutus, après ils ont profité aussi pour s'installer au Congo. Les Tutsis ou les Hutus? Justement, je sais plus, je suis en train de confondre. Je suis Alors, pas sûr moi, de ce que je sais, c'est que la France a envoyé une force d'interposition qui les a laissés se massacrer entre eux, ouais. Pour protéger les Hutus, qui étaient les génocidaires, oui, voilà. Pour aller au Congo. Mais oui. Après, j'ai plus trop suivi, en fait. Et là, en tout cas, ouais, c'est pour ça, c'est super complexe. Mais en fait, en gros, il y a eu déjà ces guerres, effectivement, et ces massacres qu'il y a eu avec différentes factions. Et là, le Congo, en fait, là, par contre, ils se sont tous répartis la chose. C'est qu'au Congo, du coup, là, actuellement, ils ont un problème avec une milice qui s'appelle le MI6, je crois, qui vient du Rwanda. C'est une milice qui vient du Rwanda, qui protège un peu les différentes ressources là-bas, qui les gardent, quoi. Et ces milices-là, elles sont, de ce que me dit en tout cas mon contact que j'ai là-bas, me dit que elles sont financées par elles sont équipées militairement par les Américains. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'ONU, il a failli avoir une résolution dans les années 90 pour régler la situation au Congo. Vraiment une résolution forte, quoi. Vraiment dire stop, on arrête le massacre, on ferait vraiment quelque chose là-bas. Et en fait, à chaque fois, c'est les Américains qui mettent le veto. C'est tout le temps les Américains qui opposent leur droit de veto pour que ça ne se fasse pas. Et même récemment, François Hollande, avant Emmanuel Macron, avait été interpellé par le Congo lorsqu'il avait été en visite là-bas. Et François Hollande lui-même disait qu'en fait, c'était les Américains qui bloquaient le processus de pacification de la zone, quoi. Mais de ce que les Congolais me disent sur place, c'est les Américains surtout qui empêchent beaucoup la réconciliation et la pacification de la zone pour des intérêts financiers et de matières premières, quoi. C'est surtout eux. Les nations européennes, elles ont un intérêt aussi, mais elles ont essayé, fut un temps quand même, de mettre la holà là-bas, quoi. Mais c'est les Américains qui ont toujours mis leur droit de veto à une résolution du conflit là-bas. Et ça, tu peux le retrouver officiellement.
Après, voilà, là, on part dans des sujets très complexes, très techniques. J'ai pas envie de dire de conneries non plus. Mais de ce que je sais, c'est les Américains qui sont vraiment... les Américains qui empêchent vraiment que la situation s'améliore là-bas, pour des intérêts certainement économiques. Oui, logiques, comme un peu quoi. partout, pour ne pas entrer dans les détails de l'actualité. Et du coup, tu as les milices et les dictateurs africains en général, ils sont en lien aussi avec l'Occident et la finance, quoi. On le voit, la France a assassiné énormément de présidents africains dans l'histoire pour en mettre d'autres. Et en sachant qu'ils allaient systématiquement défendre l'intérêt justement de l'Occident, quoi. C'est arrivé depuis la nuit des temps, ça. On supprime des dictateurs, on en met des autres, et après, en fait, c'est une chaîne de commandement, en fait, finalement, quoi, de haut en bas, quoi. Oui, en fait, donc ce qui peut changer la donne, les BRICS, bon, c'est vrai qu'ils se gavent, mais d'un autre côté, c'est la perspective de la fin de l'impérialisme américain qui est quand même très nocif, hein, qui est quand même très... Ben là, c'est beaucoup des questions d'impérialisme américain, ce qui se passe au Congo, malgré, dans la multitude de facteurs qui existent là-bas, pour expliquer dans la multitude de problèmes auxquels ils sont confrontés. Oui, parce qu'il y a beaucoup de complices autochtones qui foutent la merde aussi. Ben, c'est ça, c'est que moi, à chaque fois que je parle avec mon ami congolais, lui, il me dit j'en veux pas au casque bleu, j'en veux pas à l'OTAN, j'en veux pas aux Nations Unies, j'en veux pas à... Il a dit j'en veux même pas même à ceux qui utilisent des machettes, etc. Il m'a dit moi, ce qui me choque, c'est l'apathie et l'acceptation de tous mes voisins. Parce que du coup, ils n'ont pas d'électricité, ils vivent dans la violence, ils ont pratiquement pas de quoi se nourrir, mais ils se solidarisent pas pour autant. Et il m'a dit, moi je passe mon temps, il m'a dit, par exemple, moi je lui envoie un peu d'argent de temps en temps. Quand je lui envoie de l'argent, il achète à manger pour lui, pour ceux qui en ont pas. Quand il sort, il va parler avec les gens, il essaye de s'organiser dans le quartier pour faire quelque chose. Mais il m'a dit, au Congo comme ailleurs, comme quoi c'est bien mondial le problème, ça, que ce soit chez lui ou chez nous, on a le même problème, c'est chacun chez soi, chacun lutte pour sa paroisse. Tant que moi ça va, les autres... Donc si les Français attendent d'être un peu plus dans la merde pour agir, c'est peut-être pas le bon plan en fait. Ben justement, il faudrait regarder le Congo par exemple, ou d'autres pays dans ces situations-là, pour dire, bah regardez les gars, à force d'être dans l'individualisme, t'as tout un tas de cartels, officiels ou non, qui viennent et qui prennent possession de ton pays. Si c'est le chacun pour soi, t'as plus de peuple en fait. Parce que pour moi, un peuple, un vrai peuple constitué, c'est le fait d'être peuple, c'est d'être vraiment, on est une civilisation, on est des frères et sœurs, on a un cap commun, on a une même idéologie. Aujourd'hui, on dirait plus une somme d'individus qui partagent un territoire, mais qui ont tous leurs propres filtres personnels, leurs propres intérêts à défendre, etc. Il n'y a plus ce sens de peuple, vraiment de peuple. C'est vraiment maintenant... Ouais, de peuple au sens politique, hein, pas ethnique. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, bien sûr. Vraiment un peuple constitué, vraiment, qui fait corps, et qui partagent un même territoire, et qui ont une même vision, et qui vont dans la même direction. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, chacun va dans tous les sens, et puis c'est l'argent, au final. Le cap principal, c'est l'argent et la possession matérielle. Mais il y a rien qui prédomine à ça, quoi. Il n'y a rien qui est devant ça. Bon, on peut encore épiloguer longtemps là-dessus. Hein. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il y aura encore un sujet qui t'était particulièrement à cœur que tu vas aborder Tu as déjà parlé d'Abella, mais peut-être, je ne sais pas. Il y en aurait beaucoup des sujets. Mais on reviendra éventuellement. Hein. Ouais, bien sûr. Il y aurait beaucoup de sujets parce que j'aurais pu m'attarder plus sur les questions de logement aussi, qui pour moi sont un sujet central. Ouais. Parce qu'en fait, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que l'accès au logement pour ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont mal logés dans des parcs locataires HLM abominables et pour qui on ne fait rien, les gens qui vivent à 6 dans des F2, des quartiers qui se dégradent, où il n'y a pas d'accompagnement, où il n'y a rien du tout. Alors que, pourquoi je parle de ça? Parce que les bailleurs sociaux, c'est ceux qui pèsent le plus lourd financièrement, en tout cas en France. En France, ils pèsent énormément. D'ailleurs, le principal bailleur social d'Île-de-France, le vice-président de ce je sais plus, c'est 3F, il me semble. Le vice-président du bailleur social, le président, pardon, de 3F Paris Habitat, c'est le vice-président du MEDEF. Ah ouais. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Les bailleurs sociaux, ils pèsent des milliards et des milliards et des milliards d'euros, mais où va l'argent?
Les gens vivent dans des quartiers, il n'y a rien, tout est dévasté, il n'y a pas d'emploi, ils sont livrés à eux-mêmes. Ou bien, alors l'argent, des gens se demandent où il va, et quand il est distribué, il est très mal distribué. Ça part dans des projets qui sont hors sol, encore une fois, par des élus ou quoi, qui ont des lubies culturelles. Et puis bon, de manière générale, on sous-investit dans le logement social. C'est pas du tout. Ouais, on sous-investit le type d'habitat, comment c'est conçu, comment c'est. L'accompagnement social aussi des locataires, il est quasiment inexistant. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui est très très important parce qu'on en revient à la dignité humaine. C'est-à-dire que tant que t'as pas fait en sorte que les gens vivent un minimum dignement, t'en auras toujours des problèmes en fait. T'en sortiras jamais des problèmes. Et la question du logement, c'est très important. Et aussi, en tant que gilet jaune, je voulais en parler, et c'est important aussi, la police. Il faut absolument qu'on se rapproche des policiers qui soient intègres. Et moi, que ce soit Adama en banlieue ou que ce soit moi, gilet jaune, on travaille activement à identifier des officiers de police judiciaire, des agents de police publique, des CRS, des gendarmes, peu importe lesquels, mais des gens qui, comme nous, au moins épousent la même vision des choses. Des gens qui se disent que nous, on est des gardiens de la paix, on est là pour assurer une sûreté publique à la population, point. On n'est pas là pour être l'outil des institutions, pour défendre les institutions, pour défendre les intérêts politiques, pour être un outil répressif au service de l'exécutif. Il y en a plein de policiers qui en ont marre de ça, il y en a énormément. Donc, au lieu d'être tout le temps en mode ACAB, défonçons la police, etc., faisons preuve de discernement, encore une fois. C'est vrai, il y a énormément de policiers, on l'a vu, qui sont pourris, qui sont violents, qui sont racistes, qui sont fascistes, que... Les preuves, on croule sous les preuves là-dessus, il n'y a pas de souci avec ça. Dans la justice, on sait qu'il y a beaucoup de pourris aussi, mais pas que, encore une fois. Et pour moi, c'est très important, et ça va être un des grands enjeux aussi, c'est de récupérer la police. Et pour ça, je fais un peu de pub pour Police pour la vérité. Parce que Police pour la vérité, qui a beaucoup été dans les manifs et qui fait beaucoup de directs, on a un projet avec eux. Le syndicat des Gilets jaunes, Adama Traoré avec La Révolution est en marche, Le Dernier Rempart et Police pour la vérité, on a un projet de rapprochement police-population qui va se faire dans les mois qui viennent dans les quartiers. Vraiment, je parle vraiment dans les quartiers populaires. On va faire venir des policiers, on a déjà réussi à en capter une cinquantaine quand même. Ils veulent garder l'anonymat bien sûr, mais on a une cinquantaine de policiers. L'idée c'est de faire venir ces policiers et d'intégrer des policiers dans nos réunions en fait. Même des renseignements territoriaux, tout ça. Moi, je suis un gros révolutionnaire, je m'attaque à des très très gros poissons. Je suis sur écoute, j'ai déjà eu des gens dans ma rue, j'ai déjà eu des pressions de dingue. Enfin, je m'attaque à des gros poissons au quotidien. Moi, les flics, ils viennent boire le café chez moi, les renseignements territoriaux, ils viennent chez moi. Je les invite chez moi. On dit, au lieu de m'écouter, venez chez moi. J'ai rien à cacher. Je pense qu'on n'a plus rien à cacher, en fait. En tout cas, moi, je suis pas violent, je détruis rien, etc. Alors, donc, j'ai rien à cacher. Et je comprends ceux qui peuvent être violents, c'est une forme de contestation comme une autre. Je la condamne pas. Mais moi, pour ceux qui sont totalement pacifiques, qui veulent construire dans la bienveillante, fédérons. Tu vois, vu qu'on est sur la fin, là où je veux en venir, c'est qu'il faut fédérer le plus large possible. On peut trouver des magistrats, des policiers, des conseillers départementaux, des ébénistes, des fleuristes, peu importe. Essayons vraiment de décloisonner notre pensée, quoi. Essayons vraiment de ratisser le plus large possible. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans l'histoire, si on parle syndicalisme, on n'est même plus aujourd'hui, on n'est plus au temps de Marx, où on parlait de lutte des classes, où tu as des manufactures avec des grands propriétaires terriens et des salariés maltraités en dessous. Aujourd'hui, on a dépassé ça, quoi. Là, aujourd'hui, c'est dans un système de caste, d'oligarchie cartélisée, mondialisée. On parle de grand capital. Aujourd'hui, on parle plus même de capitalisme simple, on parle d'actionnariat. Aujourd'hui, c'est l'actionnariat, c'est les dividendes, c'est de l'économie spéculative qui ne produit même plus de valeur ajoutée dans la société. Les cas sont toujours là, mais on va dire que le problème est exacerbé et que maintenant la paupérisation... Et là, on en est à un niveau où du coup, tout est cartélisé à travers tout est corrompu, cartélisé à un haut niveau. La société elle-même commence à se dégrader. Bah oui, voilà. Mais je veux dire... historiquement, ça vient de la lutte des classes, tout ça. Mais là, aujourd'hui, on a un niveau où... En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir aussi de l'idée les pauvres contre les riches. C'est-à-dire que tu peux trouver des bonnes personnes chez les riches.
Moi, parfois, je vois des chefs d'entreprise, parfois, je vois des gens qui travaillent pour le préfet, des gens qui travaillent pour des députés. Il y a des gens qui sont aisés socialement et financièrement, qui participent au combat dont on parle depuis tout à l'heure. Parce qu'ils voient qu'en fait, notre société, elle n'est pas durable et saine pour leurs enfants et pour les prochaines générations. Ils voient qu'on va dans le mur même s'ils vivent bien socialement. Ce que j'essaye là de dire, c'est qu'il faut casser aussi cette idée de pauvres contre les riches. Tu vas trouver des salauds chez les riches et chez les pauvres. Tu vas trouver des bonnes personnes chez les riches et chez les pauvres. J'essaye aussi un peu de casser un peu cette image qui a été un peu trop accentuée à mon goût. Faire peuple, quoi. Faire peuple, vraiment. Moi, je connais des chefs d'entreprise. J'ai rencontré des chefs d'entreprise avec qui j'ai fait des partenariats dans l'associatif, par exemple, pour qu'ils puissent donner leur chance à des jeunes de cité, qu'ils puissent les former, qu'ils puissent les recruter, J'ai rencontré tout un tas de gens qui étaient haut placés et qui font des belles choses, en fait. Qui sont altruistes, qui pensent aux autres, ça existe. Donc je cherche vraiment à fédérer le plus large possible, quoi. Et c'est pour ça que je resterai gilet jaune quoi qu'il arrive, parce que le gilet jaune c'était le symbole de tous, quoi. Symbole de tous, quoi. Ok, ça va. Bah, écoute, on va finir sur ces sages paroles. Ouais, je pense. Alors, je veux quand même préciser que Police pour la vérité, ça existe aussi en Belgique et il y a aussi des personnes très brillantes qui y participent. On va peut-être l'inviter à l'occasion. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et donc, oui, bah donc voilà, on a encore plein d'idées, notamment pour les prochaines émissions Thinker Jaune, des émissions, enfin une Camerounaise, qu'on espère avoir, qui va nous parler un peu de l'Afrique, que je connais très mal aussi. C'est très important. Si on se coupe de l'Afrique, nous, Européens, dans la suite des événements, on ne sera pas... Pour l'Europe, c'est un enjeu spécial. Pour l'Europe, c'est un enjeu central, parce que notre relation avec les Africains, elle doit vraiment être pacifiée, et on doit revoir tous nos accords conventionnels avec eux, au niveau économique, au niveau politique, à tous les niveaux. Il faut revoir tous nos accords, et les rééquilibrer équitablement, quoi. Sinon, on va droit dans le mur aussi, c'est sûr. On va donc aussi accueillir quelqu'un qui travaille avec les sans-abri, enfin vraiment à Charleroi. Et on va aussi parler de Deleuze, qui est le grand combat social pour l'instant, qu'on pensait plus ou moins fini, mais ils vont pas lâcher, ils se battent contre une grosse multinationale, maintenant déjà étrangère malheureusement, parce que ça a été vendu. Et voilà, quoi, c'est vraiment une lutte sociale exemplaire qu'il y a pour l'instant en Belgique. Beaucoup d'autres sujets, on espère encore, tant qu'on a la pêche. Donc voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été abordées aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, et n'hésitez pas à partager, à commenter. C'est très important pour nous, c'est très important pour... simplement pour faire avancer le débat démocratique, pour réveiller les consciences, pour faire réfléchir aux enjeux qui nous entourent. Donc encore merci Chris et merci à la prochaine. Toi. C'était un plaisir de participer à cette émission, la première en extérieur donc. Voilà, c'est ça. Merci à vous deux.